C'est simple, c'était quoi le nom de la série? Sans jamais rien lâcher. On y est, on y est. On va jamais rien lâcher. Messieurs, avant de démarrer l'épisode, il en va de notre crédibilité à tous. Je vais vous demander de lever la main droite et de jurer ne pas faire partie d'une quelconque armée médiatique, ni d'un côté ni de l'autre. Je vois que les 3 mains se lèvent. Impeccable. On peut donc commencer ce 23e épisode de Retour du Stade. Bonjour à tous. Bienvenue et bonjour messieurs. Date un petit peu particulière. On le fait en tout début de semaine cette fois-ci. Bonjour à tous. Yes, effectivement. Salut à tous. Et on peut peut-être annoncer, Max, aussi que du coup, sur les prochaines semaines, on aura peut-être des créneaux un petit peu différents Exactement. pour s'adapter Qui à ça. seront potentiellement déjà plus proches des matchs, je pense, plus proches Yes. de la fin des matchs et peut-être même en week-end ou en fin de week-end pour soit vous faire plaisir un dimanche soir, soit vous niquer la fin du week-end. Hein, ça pourra arriver aussi en fonction. Et puis là, il y a quand même des semaines capitales qui arrivent. On va parler de ça tous ensemble tout de suite. Et puis déjà, encore merci. On a regardé les stats. On était 6e podcast foot le plus écouté en Algérie la semaine dernière. Donc rien que pour ça, bravo et merci l'Algérie. C'est beau. C'est beau. Avec aucun Algérien dans l'équipe sur le podcast de la semaine dernière. Bravo. Juste merci. Exactement. Mais la propagande CAN avait, à mon avis, fait beaucoup dans la statistique. Faut dire que c'est un juste retour des choses pour vos œuvres bénévoles, si bénévoles fut-elle, pendant la CAN. On avait œuvré. Pas jusqu'au bout, mais on avait œuvré un petit peu. Opti, comment ça va? Ça va. Je tiens aussi à promettre aux auditeurs que, contrairement à beaucoup de membres de l'organigramme de l'Olympique de Marseille, nous ne fuirons pas malgré les semaines qui arrivent. Et peu importe les déconvenus, nous resterons fidèles au podcast. Ne jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher, effectivement. Sans jamais rien lâcher. Sans jamais rien lâcher. On va pas commencer par ça. On va commencer par Strasbourg. Et j'ai tout de suite envie de vous poser la question parce que j'ai fait mon petit calcul juste avant d'enregistrer. Avec le 11 présent sur la pelouse à la 70e minute, après les changements, on est approximativement à 3600 matchs d'expérience dans le 11 olympien. Comment c'est possible de perdre pied face à Nanassi et Godot quand on a 3600 matchs dans les jambes et que tu mènes 2-0 à domicile contre une équipe de Strasbourg qui avait prévu de repartir en Alsace avec 0 point. Hein, c'était a priori le plan jusqu'à la 70e. Comment on passe de ça au cataclysme, je sais pas parce qu'on l'a vécu plusieurs fois, mais à la bouillie qui a suivi et aux 2 points de perdu de nouveau? Je crois qu'il faut juste porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Tout simplement. Mais est-ce qu'il y a un truc mystique? Est-ce qu'on va commencer à croire en toutes ces légendes urbaines ou est-ce que ça peut encore s'expliquer footballistiquement parlant? Footballistiquement parlant, en vrai, c'est dur d'expliquer comment un joueur qui est côté gauche face à 3 joueurs arrive à s'en sortir, arrive à mettre un ballon dans la surface sur le seul mec potentiellement qu'on peut toucher et qui arrive malgré tout à tirer, malgré une concentration de joueurs qui est énorme, entre les jambes d'un joueur et qui tape son pied ou son mollet, donc ça fait un rebond et ça fait poteau rentrant. Je sais pas si on peut l'expliquer footballistiquement parlant. Et le deuxième but, on est toujours sur la même, un extérieur du plus de 40 mètres à la 94e minute sur une équipe qui se décide d'aller chercher haut. Tu te rends compte qu'il y a une succession, il y a une cascade de situations qui n'a aucun sens. Et après, ça fait penalty et ça fait 2-2. Ça, footballistiquement parlant, je pense pas que ça soit possible de l'expliquer. Moi, je vais faire le retour du stade parce que j'y étais. Et anecdote marrante, j'ai vu aucun des 2 buts marseillais. Le premier parce que on n'était pas encore entré dans le virage nord. Le second parce que j'étais derrière une banderole dont je ne sais pas le message, mais qui s'adressait sûrement à l'un de nos chers dirigeants. Par contre, j'ai vu les 2 buts de Strasbourg. Ceux-là, j'y ai eu droit. Le premier et le deuxième. Et le deuxième, il est horrible parce que
je crois que ça part d'un 6 mètres. Et quand je vois Højbjerg dire à tout le monde restez haut, je me dis ça déjà, j'aime pas. Ça pue. Je comprends pas le principe de les faire rester haut alors que ça fait 75 minutes que tu as décidé de plutôt camper ta surface et d'attendre et de repousser les assauts. Et après, le penalty, je le vois Emerson armé, je vois l'autre arriver dans un angle mort, je sais qu'il va l'éclater, je sais qu'il va y avoir penalty. Donc c'est de la torture, surtout que 10 secondes avant, je m'embrouille avec un mec parce qu'il a pas trop aimé la manière dont je l'ai frappé en célébrant le dégagement de Pavard sur la ligne. Donc ouais, C'était avec toi qu'il a célébré Pavard, du coup parce qu'on Ouais. on le voit se retourner et haranguer les foules quand même, alors que le jeu se poursuit. Franchement, Benjamin, on n'est pas ensemble. Genre, si jamais c'était à moi que tu t'adressais, on n'est pas ensemble. Hein. Prochaine fois, continue à jouer parce que je crois que tu as célébré tout seul et qu'il te reste 3 mois. Essaye d'un peu sauver ton bilan sous le maillot blanc et bleu. Bah, pour le coup, j'ai le sentiment qu'on peut quand même expliquer les buts. Si on décortique un petit peu l'action, on arrive facilement à identifier la cascade d'erreurs qui s'enchaînent, et on peut faire ça à chaque fois sur tous les buts qu'on a pris, dans ce contexte-là, parce que c'est quand même la 5e fois que tu mènes au score et que tu concèdes une égalisation, dans les dernières minutes. Après, là où je rejoins Alba, c'est que oui, tu peux expliquer à chaque fois, l'échelle des responsabilités sur l'action et qu'est-ce que chacun fait mal. On peut encore refaire l'exercice parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois sur les buts, on peut jouer à ça pour celui-là. Mais la réalité, c'est que comment tu peux arriver à autant de répétitions dans l'erreur, dans des configurations à peu près similaires, dans le sens où tu mènes au score et tu sais que cette victoire est particulièrement importante, et elle l'était à chaque fois, hein, elle était toujours particulièrement importante. Comment tu peux arriver à avoir un enchaînement de joueurs qui multiplient ces erreurs-là les uns après les autres? Des erreurs grossières en plus, j'ai pas le sentiment que ça soit une erreur qui en entraîne une autre, parce que du coup tu crées un décalage et que tu mets tout le monde dans la sauce. J'ai l'impression que chacun a la possibilité ou la fenêtre pour rectifier, et qui ne le font pas, et que pire encore, du coup, ils contribuent juste tous à ce que le but soit marqué pour l'équipe adverse. Donc, comment expliquer ça? Ça, c'est une question à plusieurs, centaines de milliers d'euros par mois, hein, parce que ça va être la responsabilité, du coup, du nouvel entraîneur qui va arriver, et je suis pas sûr que nous, humbles observateurs, on puisse, 1 trouver une explication, et 2 trouver une solution. Mais moi, je voulais rebondir sur un truc qu'il a dit au petit, je trouve qui est hyper intéressant et qu'on a entendu, que ça a été un peu, pris à la légère par, je crois c'est 2 arbitres qui en parlent. Mais, tu as l'impression, ou si plus si c'était dans la presse, mais que tu as l'impression que ces joueurs-là n'arrivent pas à lire un match et ne savent pas quoi faire dans les situations où on leur demande de faire un peu preuve de réflexion. Heu, Opti l'a bien dit, tu as pris le parti pris de défendre et de laisser le ballon, de mettre un bloc, bas, médian, ce que tu veux. Mais tu as un parti pris sur le match et que t'aimes ou t'aimes pas, bon ça c'est on peut en discuter, mais au final, le résultat te donne pour l'instant raison. Et là, tu te dis à la 94e minute, et je pense pas qu'ils aient travaillé des phases de pression au vu de ce qu'ils ont voulu montrer. Et là, tu te dis, on va aller chercher haut sur un dernier ballon, mais complètement anodin, dans une zone du terrain, mais enfin, va chercher tout en haut ou ne va pas chercher, mais va pas chercher à ce, dans cet endroit-là. Et au final, tu presses hyper mal et t'es à découvert, alors que, enfin, tu peux pas te faire prendre, encore une fois, sur un extérieur du puits de 40 mètres à la 94e minute. C'est une faute professionnelle et ça en est encore une de trop sur la saison. En fait, là où je rejoins Alba, c'est que quand tu prends une décision, tu dois avoir, un arbre décisionnel. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire: «On va aller haut» et advienne que pourra. C'est: «Je vais haut», et tu dois savoir que si tu vas haut, à la moindre, passe où ton pressing est transpercé, et c'est ce qui arrive avant l'extérieur du pied qui est magnifique, hein, soit dit en passant. Mais avant ça, tu as un petit jeu à 3 où tu es déjà dépassé. Quand tu vas haut et que tu prends le parti d'avoir fait ça, tu te dois de savoir qu'à partir du moment où tu es baladé dans le petit jeu avant que eux puissent ouvrir le jeu, tu dois faire faute à un moment donné. C'est-à-dire que Mmh. ça, l'idée d'aller haut, à mon sens, c'est empêcher la construction de l'action et les gars dans leur camp pour récupérer et pouvoir, congeler le ballon.
Mais à partir du moment où eux sont en passe de passer à la ligne médiane, ont réussi à trouver un mini décalage qui va permettre de donner du temps à quelqu'un pour créer un décalage plus grand, il doit y avoir une faute qui intervient et il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire faute, à mon sens, au moins 2 fois avant que Barco ne puisse trouver son extérieur du pied. Donc ça, c'est assez inexplicable pour le coup de prendre une décision sans avoir un petit peu la visibilité sur qu'est-ce que tu fais dans quelle situation. Ben, moi, je pense qu'il y a un truc qui nous fait du mal sur le choix de la dernière action. C'est que les 2-3 dernières minutes avant, par du gain de temps magnifiquement exécuté, et par du grattage de roublard dans les poteaux de corner et le long des lignes de touche, tu t'installes en, en façade dans leur camp et tu arrives à gratter du temps. Et tu arrives à gratter du temps, notamment par Abdelli, et je vais l'évoquer. Donc tu te dis, bon, en vrai, dans leur camp, tu te sens en sécurité. Mais tu te sens en sécurité dans leur camp quand tu as le ballon. Dès que tu n'as plus le ballon, le paradigme, il doit changer. Et Højbjerg, il leur a dit, non, non, c'est bon, on est bien dans leur camp. Mon ami, on était bien dans leur camp parce qu'on avait le ballon. Là, on l'a plus. Donc c'est un mauvais choix. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Younes parce que je comptais déjà le dire. Abdelli, j'ai bien aimé tes doubles contacts le long de ligne, tes grattages de corner, de touche. Mais comme l'a dit Younes, à partir du moment où il y a un micro décalage, il faut tout est permis là. C'est-à-dire que prends un rouge, rate les 3 prochains matchs et on en a rien à faire. Le moment où je crois quand c'est Barco qui est retouché face au jeu, mais il doit le Mais il doit le couper. Et même dis-toi, toi, tu parles de carton rouge. Mais c'est même pas un rouge. non C'est une mais petite il doit faute. ouais, Parce qu'il est pas mais largué en plus. En vrai, il est pas tant largué que ça sur l'action. en fait moi je te parle au moment où il arrive de face. Au Oui, moment où il ouais. arrive de face, il doit Ok. faire un tac qui mais si l'arbitre décide que c'est rouge, moi je lui en veux pas à Abdelli de le faire. Mais il le fait pas parce que tu fais ce tac là à ce moment-là, il va avoir une petite bagarre, ça va Ouais, durer ça va durer 1 minute, 1 minute Mm. 30. Ils vont tirer le ballon long. Aguerd ou Pavard, ils vont mettre une tête. Tu gagnes tu as juste en fait à ce moment-là, tu as plus qu'un duel de la tête et un second ballon à gagner et c'est fini. Mm. Et non, je sais pas, je sais pas, je comprends pas comment c'est possible de pas faire faute à ce moment-là. Surtout que j'étais au stade. C'était calme, mais les dégagements de la deuxième mi-temps, ils sont célébrés. T'es un peu dans une ambiance anglaise où, vas-y, vous nous dégoûtez, on a envie on vient au stade parce qu'on a des abonnements. Le stade était très vide. Tu vois que y a personne qui est parti y acheter des places. Tu vois, à part ceux qui avaient des places, il y a personne qui est venu. Mais c'est bon, si tu leur offres une victoire, on va célébrer ce que tu nous donnes. Et ils ont réussi à le perdre. Alors Et que, non, j'allais vous poser la question parce que on y reviendra après sur Abardonado, pardon, sa vision du match et notamment ces changements qui ont, bah, sans doute aussi permis aux Strasbourgeois d'y croire un petit peu. Quand à 20 minutes de la fin du match, tu fais rentrer Abdelli, que tu connais, enfin, on connaît ses qualités et ses défauts à Angers. On sait enfin, je te vois au petit, tu dis peut-être que tout le monde le sait pas dans le staff, mais en tout cas, tu sais très bien qu'avec le ballon, il va t'apporter et il va te faire gagner du temps et justement, il va pouvoir t'aider à le remonter, à un moment du match où tu as déjà commencé un peu à les laisser remonter, à leur laisser complètement la possession de balle. Mais tu sais que dans les duels, quand il va falloir aller gratter un ballon, tu sais que c'est pas Abdelli qui va faire ce travail-là et au contraire, qui va être un poids. À Angers, on lui demandait pas ça du tout. Il avait 2 mecs derrière qui étaient uniquement à sa disposition pour gratter des ballons au milieu. Sauf que là, tu l'installes à une position où tu as besoin de lui. Pourquoi Vermieren ne joue-t-il plus jamais? A priori, c'est quand même là, il y a plusieurs coachs qui sont passés, s'il avait, un problème avec RDZ, Abardonado aurait pu le remettre, donc c'est peut-être il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Kondogbia fait pas 1 minute non plus sur ce match-là. À 5 minutes de la fin, bon, tu fais le changement qu'on a tous un peu fait sur Football Manager, c'est-à-dire tu fais sortir un offensif pour mettre un défensif, et tu mets toutes les coches vers le bas, le bloc plus bas, gagner du temps, tout ce que tu peux faire pour essayer de froisser l'ordinateur, tu le fais, ça marche pas.
Mais t'es quand même pas si loin que ça, parce qu'ils sont pas très dangereux, nos amis strasbourgeois. Donc, comment, j'en reviens à ma question, pourquoi Abdelli et comment n'ont-ils pas vu qu'il allait potentiellement déséquilibrer ou en tout cas introduire un paradigme entre un joueur qui ne te sera utile que si tu as le ballon et une volonté de lâcher complètement le ballon sur les 20 dernières minutes. Et surtout, en vrai, j'ai même envie de prolonger ta question avant d'apporter une réponse. C'est que, déjà, au moment où Abdelli rentre, on est d'accord qu'il y a 2-0, hein, c'est ça? Il rentre C'est 3 il minutes rentre avant le premier but. ouais, Ouais. c'est ça. Et pour le coup, Abdelli rentre à la place de Nadir, qui, pour le coup, a un volume de course assez Mmh. intéressant dans le match, abat beaucoup d'efforts. Alors on peut débattre sur le fait qu'il fasse un bon match ou pas. Moi, je trouve pas que ce soit un très bon match de sa part, mais en tout cas sur le plan défensif et sur ce qu'il t'apporte en termes de couverture du terrain et dans la bataille du milieu, je trouve que c'est plutôt un bon match. De sortir Nadir pour Abdelli, effectivement, moi je ne comprends pas le choix pour le coup. Mais tu aurais Heu, sorti qui? Parce que Timber fait aussi alors et à mon sens beaucoup alors plus intéressant déjà que Nadir et Kohlberg, alors mais Timber fait un très bon match et la question de est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas, je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il fait un très bon match au milieu d'un marasme collectif et ça me rappelle un petit peu l'époque Lassana Diarra qui survolait le milieu de terrain à l'époque où on n'avait vraiment personne dans l'équipe. Ceci étant, Timber, il est mort à la 60e minute quand même. Il fait quand même des bonnes choses après, mais tu sens qu'il accuse le coup physiquement. Donc potentiellement, vu le très bon match avec ballon qu'il faisait notamment, je pense que je préfère voir Abdelli rentrer à sa place que celle de Nadir. Et honnêtement, après, je comprends la logique de d'Højbjerg qui est ton capitaine, qui est ton leader, et cetera, et qui en plus a tendance à généralement bien finir les matchs, bien mieux que ce qu'il les commence. Mais potentiellement, en termes de profil, ça me choquerait moins de sortir Højbjerg que Nadir à ce moment-là. En fait, c'est ce choix que je ne comprends pas. Soit tu sors Nadir et tu fais rentrer quelqu'un d'autre, soit tu décides de faire rentrer Abdelli, ce que je peux entendre tout à fait, mais c'est pas Nadir que tu dois sortir au milieu de terrain. Donc, pour répondre à la question, moi, c'est vraiment ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cet entrant pour ce sortant. Et je suis prêt à entendre, OK, on prend cet entrant, mais dans ce cas-là, c'est un autre sortant. Et si c'est ce sortant, bah, dans ce cas-là, c'est un autre entrant. Mais moi même avant de laisser réagir Alba, je vais lui poser la question. Est-ce que tu es obligé de faire des changements parce que tu as des spots de changement et des changements enfin, c'est pas parce que tu as 5 changements et 3 spots, à faire qu'il faut les faire. J'ai vu Pep, faire des matchs avec, les mêmes mecs pendant 90 minutes. Enfin, tu l'impression qu'ils disent: «Bon, j'ai des changements à faire, faut que je les fasse». Mais la question, en vrai, est-ce que je peux ne pas en faire? Elle leur vient même pas Bah, elle leur si, je pense. même pas Mais en là tête. mais tu as des joueurs qui accusent quand même bien le coup physiquement. Déjà, si tu prends juste Aubameyang, il est cramé, donc tu es forcément obligé de le sortir. Greenwood, il est mort et on part pour le sortir et finalement, on décide de sortir Gouiri à sa place, juste parce qu'il fait une dernière bonne action et ça laisse peut-être penser qu'il va pouvoir t'en faire une ou 2 autres qui vont te sauver le match encore une fois. Timber, il est mort aussi, même s'il sort pas. Donc moi, je pense que oui, la question des changements, je pense que tu es obligé de faire des changements et dans tous les cas, même si ça t'arrive parce que tu pas fait de changement, à la fin, on va dire, bah, pourquoi il fait pas de changement? On voyait bien que l'équipe était cramée, il fallait changer quelque chose, apporter un peu plus de sang frais et cetera. Donc enfin, en vrai, le reproche, il marche dans les 2 sens et je pense que quand tu es coach, justement, ils pensent souvent à ça. Ils se disent: «Mais si je prends pas le spot du changement maintenant et qu'il arrive quelque chose, on va me reprocher de pas avoir fait de changement et de pas avoir insufflé de sang neuf». Donc ça, honnêtement, je peux l'entendre, le fait de prendre le spot de changement. Mais les changements, ils peuvent les faire. Moi, je rejoins Younes, c'est les mecs qui rentrent. Abdelli, quand tu le vois à l'entraînement, tu sais qu'avec ballon, il va t'apporter, mais tu as passé le match à donner le ballon à Strasbourg. C'est encore une fois, c'est un souci de cohérence. Tu te dis: «Oui, Abdelli va me servir à garder le ballon», mais tu rentres pas Abdelli pour avoir, 40-35 de possession de balle et c'est plus ou moins ce que tu as voulu faire durant le match. Après oui, à la f ça s'équilibre, je crois que tu finis à 45, mais vu la physionomie du match, tu sais très bien à la 70e, je crois, il rentre, ou peut-être un peu avant. Tu sais que le ballon, tu vas moins le voir. Donc, faire rentrer Abdelli pour se dire: «On va avoir une meilleure gestion du ballon», mais pendant 70 minutes, tu as fait le contraire. Donc à quoi bon? Et enfin, il y a je pense qu'il le voit quand même à l'entraînement. Abdelli, c'est pas un joueur qui va te faire des efforts, c'est pas un joueur qui va te gratter des ballons. C'est un joueur qu'il faut mettre dans une certaine configuration avec un certain confort pour qu'il ait la plénitude et qu'il t'apporte le maximum. Mais le choix, il est pas bon et après,
c'est Abdelli. Là, aujourd'hui, c'est Abdelli. Mais si on regarde bien, tout le reste je vais pas dire n'a aucun sens parce qu'en vrai, Peshao pour Aubameyang, c'est logique. Mais Medina pour Guiri, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand tu vois que Greenwood est cuit. Greenwood, il est cuit et il finit le match. Dans une position où, en plus, on l'a vu sur De Zerbi, le mettre seul devant comme ça pendant 15 minutes, c'est comme si tu allais à la mort. C'est pareil. C'est pareil. Il te garde pas un ballon, il presse pas, il court pas, il sert à rien. Tu te dis oui, peut-être un coup de patte, mais ça n'a aucun sens. Et malheureusement, pour revenir une dernière fois sur Abdelli, on peut aussi se poser la question de pourquoi c'est pas un autre qui rentre, pourquoi Vermeeren ne rentre pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans son contrat qui fait qu'il vaut mieux qu'il joue de moins en moins. C'est ce que je commence à penser parce qu'en vrai, bon, en off, on en avait parlé avec Younes il y a quelques jours. Mais en vrai, avec réflexion, peut-être tu te dis qu'il y a quelque chose dans son contrat qui fait que s'il joue un nombre de matchs, ben, peut-être que l'option d'achat devient automatique. Je sais pas, c'est une supposition. Mais alors, à la limite, si Vermeeren ne rentre pas, pourquoi Kondogbia ne rentre pas? Et tu essaies de trouver quelque chose un peu plus rationnel au vu de la situation et du match. Mais bon, ça, c'est encore des choses. Je suis d'accord. Et pour prolonger le propos du changement Medina-Gouiri, moi, c'est parce que ça aussi, ça a cristallisé un petit peu les débats sur le réseau. C'est le fait de passer à 5 alors que tu as défendu à 4, comme quoi, et même on a eu le droit aux commentaires de Bein pendant tout le match pour nous vanter les grands mérites de la défense à 4 et à quel point c'était une solution miracle. D'ailleurs, je me demande pourquoi autant de coachs jouent à 5 si c'est aussi simple de jouer à 4 et que ça te permet de garantir autant de résultats. Je pense que, Alba, corrige-moi si je me trompe, mais quand on dit le problème de sortir Medina pour Guiri, c'est pas le temps de sortir un attaquant pour faire Non, rentrer bien un sûr. défenseur. Le Oui, oui, problème, oui, c'est pas ça le problème. c'est le profil, en fait. C'est, Exact. si tu fais rentrer ton dernier défenseur, un défenseur de plus, ta question doit être comment je dois continuer de rester menaçant avec ballon et offensivement, et quelle solution j'apporte, du coup, enfin, quel joueur je garde pour pouvoir au moins piquer en contre et ne pas permettre à Strasbourg d'attaquer dans un confort parce qu'ils savent très bien que offensivement tu ne vas plus rien produire. Et moi, c'est ça qui me dérange pour le coup, c'est que effectivement, je sors 1000 fois Greenwood à la place de Gouiri, et d'ailleurs, c'est ce qu'annoncent les commentateurs du match au moment du changement de Medina. On fait pas de changement tout de suite, on peut attendre Medina pendant 2 minutes. Et après, a priori, c'est Greenwood qui doit sortir. Et c'est l'action où il fait sa volée, où il envoie le ballon au-dessus du stade. Là, à ce moment-là, il décide de sortir Gouiri à la place de Greenwood. Donc ça, je suis d'accord, ça a pas de sens. Et juste un petit point sur Abdelli. Alba a raison de dire oui que tu vois là, à l'entraînement que c'est pas un joueur qui court beaucoup et qui gratte des ballons. Encore que il peut gratter des ballons, mais plus par science du jeu et parce qu'il va bien se placer que par de la pugnacité ou de la hargne au duel. Mais au-delà de ça, même quand tu le recrutes, tu dois le savoir que c'est pas un joueur de cette configuration-là. Enfin, tu prends dans le contexte dans lequel il évoluait, tu vois bien qu'entre lui, Belkebla et Mouton, c'est clairement pas celui qui court le plus, tu vois. Totalement. Ah, je Ce suis qui d'accord. m'amène à une question, alors elle est un peu inspirée de celle de Bills qui nous l'a proposée comme question des auditeurs. Pourquoi on n'a pas gagné contre Strasbourg alors qu'on a installé des choses simples? Ce qui m'amène moi il est un peu piquant, on connaît le chanteur, hein, il il a toujours le bon mot, On le mais salue, on moi l'embrasse d'ailleurs. évidemment. Heu, je voulais vous demander en prolongeant sa question, quel est le score à votre sens, ou en tout cas, si on part du principe que c'est une grille de l'auto-foot, victoire de l'OM, nul ou victoire de Strasbourg, qui méritait quoi? Parce que j'ai lu notamment beaucoup de bonnes choses a priori de la première période ou des 60 premières minutes, et moi j'ai l'impression que tu es sauvé très vite dans le match, que ça conditionne un peu Strasbourg et que j'ai pas vu tant de bonnes choses que ça, si ce n'est, alors on va pas leur retirer, et c'est notamment, grâce, 2 fois à Guiri, mais 2 buts sur 2 erreurs strasbourgeoises que, tu maximises, avec une récup et un but derrière. Mais hormis ces 2 erreurs-là, j'ai pas trouvé que l'OM était très vaillant ou était en mesure de faire vraiment mal au bloc strasbourgeois. Je sais pas vous. Ben, franchement, moi j'ai vu déjà en sortant du stade, j'ai ouvert parce que là on parle de nos réactions de la team OM. Moi j'ai ouvert Twitter après le match.
Je l'ai fermé pendant 4-5 heures. Je suis revenu même pas, je suis revenu le lendemain matin. J'ai défilé les tweets et j'avais envie d'exploser de rire, quoi. Parce que ça soit les jubilations sur la proposition de l'OM ou les réactions à la jubilation sur la proposition de l'OM, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, en fait? En fait, Pancho, il a récupéré l'équipe. Il a fait ce qu'il pouvait. L'OM mène, je vais pas dire miraculeusement, parce que voilà, tu marques 2 beaux buts, certes, à conséquence d'erreurs strasbourgeoises, mais comme sur les tiennes, il y a une succession d'erreurs de ta part. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre quand on nous dit les choses simples? On essaie de nous expliquer que Pancho, il aurait mieux fait que De Zerbi sur 18 mois. Je comprends pas, en fait, le truc. Genre, ce match-là, le seul truc que tu as espéré quand tu es supporter de l'OM, c'est le médicament de la victoire, peu importe comment. Mais inventer que ce genre de match ou ce genre de ce genre de visage, c'est ce que tu veux à l'OM, je sais pas quoi dire. Personnellement, je sais pas quoi. Genre, que faire? Que faut sauver la team OM, genre on touche le fond. Ben, moi, je suis d'accord, hein, comme tu as dit, on va dire Pancho, il a pris le parti que le médicament pour aller à la victoire, ça serait de mettre en place des choses simples. Donc, je crois pour le commun des mortels, les amateurs de foot, mettre des choses simples, c'est-à-dire mettre un bloc médian en bas. Bon, peut-être, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Et après, on peut souligner quand même l'agressivité qu'a essayé de mettre en place, notamment les Aubameyang, Gouiri, qui ont essayé, Timber aussi, de mettre un peu plus de répondants, on va dire. Et ça s'est vu. Donc ça, c'est à saluer. Mais moi encore, donc le match était à 48 heures. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que sont ces choses simples. Quand on voit le match qui a duré vers les 70 premières minutes, je ne sais pas quelles sont ces choses simples. J'aimerais bien savoir, avec le recul. Peut-être, je me dis comme, je l'ai dit déjà, mais des choses simples, c'est juste laisser le ballon à l'adversaire et attendre. Et ça, c'est des choses qu'on a vues aussi sous des herbies. Des fois, ça a marché, des Ouais. fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est quoi, au final, ces choses simples? C'est ne pas travailler des relances, ne pas dire à Emerson de venir au cœur du jeu. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et encore, enfin, j'ai lu que oui, ne pas avoir, par exemple, un défenseur qui monte, Pavard qui va dédoubler ou des choses comme ça. Mais ça, c'est les mêmes choses qu'on lisait déjà sous Tudor à l'époque, ou qu'on voyait chez d'autres et qu'on se disait, ah, mais c'est de la folie, mais c'est des choses qui sont travaillées. Au final, qu'est-ce que c'est des choses simples? C'est mettre un 4-4-2 et attendre et espérer un but qui tombe du ciel? Non, ça n'existe pas dans le football en 2026. Donc ça, c'est des choses simples. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne et que pour le prochain épisode, on me dise, qu'on mette sous un tweet, alors, les choses simples, ce sont nanani, nanana, et peut-être qu'on aura un début de réponse. Moi, Sachant que je viens juste de mater, et je te laisse la parole juste derrière Younes, mais si tu regardes un petit peu les heatmaps, donc là où les joueurs touchent principalement, les zones dans lesquelles ils touchent principalement le ballon, Emerson, c'est dans sa moitié de terrain, Wea, c'est dans sa moitié de terrain, Nadir, c'est dans sa moitié de terrain, Højbjerg, c'est dans sa moitié de terrain. Il y a ne serait-ce que Timber qui les touche un petit peu plus haut, presque comme un 10, mais et Gouiri qui les touche à peu près dans la même zone d'ailleurs, encore que, plutôt vers l'axe. Mais sinon, tu vois vite que sans être transcendant, les Strasbourgeois étaient beaucoup plus haut sur le terrain. Et ça se voit ne serait-ce qu'en termes de nombre de passes, où tu es très très loin derrière, tu en as 150 de moins. Même si tu leur as complètement laissé le ballon sur les 20 dernières minutes, t'as quand même pas produit grand-chose sur les 70 premières. Alors, je suis entièrement d'accord pour le coup, et je rejoins largement Alba et Opti sur le fait que sur ce match-là, seule la victoire comptait. Très honnêtement, moi, j'ai pas du tout aimé les 70 premières minutes, et j'ai regardé le match en me disant, bah, on en est arrivé là, on est passé d'une équipe qui avait certes des défauts, mais où je sentais chaque semaine des choses qui étaient travaillées pour le coup. Alors bien sûr, j'avais aucune attente sur ce match-là, hein. Mon propos, c'est pas de dire que Pancho Abandonado n'a rien produit ou c'est de sa faute, etc. C'est un contexte hyper compliqué. Mais juste déjà avant le match, je m'étais dit, ça va être intéressant de voir si tu sens une équipe plus libérée.
Parce que pour beaucoup, et c'est un argument qui s'entendait tout à fait, l'OM pouvait être un peu trop bridé par le contexte qu'imposait De Zerbi. Et donc, du coup, la réponse naturelle, c'est que bah, forcément, s'il n'est plus là, tu dois sentir des joueurs qui sont plus libérés sur le terrain, qui tentent plus de choses, qui volent un peu plus sur le terrain et qui s'amusent beaucoup plus. Le premier quart d'heure t'apporte les réponses tout de suite. Tu sens une équipe crispée, inhibée, qui ne sait pas trop quoi faire. Tu as très bien rappelé, Max, que bah, tu concèdes une première occasion à la 4e minute qui aurait sérieusement pu te mettre dedans. Après, sur le reste de la première mi-temps et même jusqu'à la 70e minute, tu ne produis rien. Tu as vraiment une approche très minimaliste et un plan de jeu qui, à mon sens, est relativement simple, c'est-à-dire d'essayer de garder un petit peu de cohérence dans la distance entre tes lignes et d'espérer qu'à la perte du ballon, Greenwood ou Guiri te fasse un miracle avec ballon et te crée une situation et qui fasse feu de tout bois. Tu as de la chance et c'est exactement ce qui est arrivé à 2 reprises, sur le premier but et sur le deuxième but où tu as des relances ratées côté strasbourgeoise et qui en plus ne sont même pas des relances ratées parce que tu provoques l'erreur, parce que c'est quand même le but du football de provoquer l'erreur de l'adversaire. Là, c'est vraiment juste une relance ratée, un choix de passe mauvais, que ce soit le gardien ou et encore que le gardien est pressé un peu par Emerson qui a la bonne intelligence de pas faire faute comme Vermieren l'avait fait contre Nantes. Mais au-delà de ça, c'est pas toi qui les mets en difficulté. Donc moi non plus, je sais pas ce que c'est les choses simples, je sais pas ce que c'est ce mieux qu'on était censé voir sur ce match-là. Et honnêtement, on avait juste besoin d'une victoire pour accueillir le coach dans un contexte un peu plus adouci, un peu moins virulent. Et au final, bah, sans surprise, hein, quand tu ne produis rien, tu ne mérites rien. Et juste un dernier point pour répondre à ta question, parce que moi personnellement, j'avais le sentiment que le 2-0 était quand même très 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 bien payé, pour ne pas dire un peu volé. Et ça veut pas dire qu'il doit y avoir 2-0 pour Strasbourg ou 3-0 pour Strasbourg. Parce que honnêtement, Strasbourg, Mmh. certes, ils te mettent pas en danger, mais ils ont le ballon, ils en font pas grand chose, ils méritent pas beaucoup plus que toi, c'est pas le propos. C'est juste qu'il y a pas de, enfin, je ne vois pas sur, si tu fais ce qui s'est passé dans le match, je vois pas pourquoi toi tu serais à 2-0 et pas plus qu'un 0-0, un partout, un 2-2 ou un 2-0 pour eux, tu vois. Mais surtout, là, on voit déjà des propos dont on ne qualifiera pas la provenance, mais on va dire que c'est la frange anti-RDZ. Si tu veux taper sur RDZ sur ce match, tu dis que avec le talent de Mason Greenwood et de Amine Gouiri, avec très peu, tu peux marquer des buts et que de la même manière que sous son mandat, dans des matchs où la production offensive elle est pas top, le talent s'est suffi à lui-même et t'a permis de mener 2-0. Tu tapes sur ça. Mais de dire que la production, enfin, de dire que c'est par ce chemin-là que tu auras une meilleure production collective et donc de tes individualités, moi, je sais pas, j'arrive toujours pas à croire. Je suis toujours mort de rire en fait de ce qu'on a lu ce week-end, genre. Ouais, Je- après, enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de tomber dans cet écueil de comparer à Deserbi. Deserbi, c'est bon, il est parti. Oui, La vie non, du mais club, c'est plus sans c'est la lui. réalité. Là, on débat de ça, mon frère. C'est de ça qu'on débat. C'est de dire que la simplicité de Pancho, elle était plus, c'était un meilleur cadre collectif que les 18 mois de RDZ. Ouais, mais non, enfin, moi, j'ai pas répondu à la question sous ce prisme-là, pour le coup. Parce que, encore une fois, quand Pancho prend le match dans sa préparation du match, Ouais. lui, il te dit toute la semaine que son objectif, c'était de vider les têtes et de faire en sorte que l'équipe aborde ce match-là dans ce contexte compliqué du mieux possible. C'est pour ça que j'attendais une équipe un peu libérée, sans trop de cadre imposé par l'entraîneur, parce qu'il l'a dit lui-même, il a essayé de les mettre en confiance et de nettoyer les têtes, pour reprendre son expression. Et au final, on a rien vu de tout ça. On a plutôt vu une équipe un peu crispée, complètement amorphe. Mmh. Et c'est pas pour comparer par rapport à ce qui a été fait avec Deserbi. Deserbi, il est parti, oublions-le. Genre, analysons juste ce qu'on voit là, ce sur quoi on peut s'appuyer sur les matchs qui vont venir. Là, honnêtement, tu prends le match de Strasbourg et Alba le disait très bien chez You, si j'écoutais le magnifique débrief que vous avez fait ensemble. Bah, je suis désolé, mais même si tu gagnes ce match à 2-0, on fait le débrief aujourd'hui, je ne vois pas sur quoi tu peux t'appuyer pour aller à Brest vendredi. Et c'est OK, genre c'est pas grave, tu vois? Non, C'était un match tellement important que je voulais juste 3 points honnêtement. c'est Mais pas genre, tu vois, le match même à 2-0, même si tu gardes à 2-0 que tu te viandes pas, c'est pas les productions de l'OL de Pierre Sage qui prolongent son intérim, tu vois. Genre, même la semaine dernière, on rigolait quand Max nous posait la question si Pancho finit la saison. On disait, ouais, si tu gagnes contre Strasbourg et si tu gagnes contre Brest. Là, honnêtement, même si le match finit à 2-0, t'as juste envie, bon, là, on va basculer après, mais t'avais envie de dire à Mehdi et Pablo, bon,
il y a qui débarque là? Parce que non, ça va pas être possible. Tu vas pas sauver la saison avec ces ingrédients-là. Bon, Ouais. du Et coup, on a maintenant, même pas, sacré Pablo pour on faire. a, on a même pas eu d'électrochoc sur ce match-là. C'est ça le pire finalement, c'est que souvent après le changement d'entraîneur, tu mises tout sur ça au final. Tu mises sur le fait que tu vas avoir un électrochoc et que ça va aller mieux. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et de toute façon, Et dans les tous les cas, circonstances atténuantes, est-ce que c'est pas que c'est Strasbourg, tu vois? Parce que Strasbourg, c'est pas, même avec des absents, c'est pas drôle, tu as vu? Genre, non, c'est bien sûr, c'est pas une équipe facile, mais de la manière que le déplacement à Brest vendredi, en vrai, il est pas marrant non plus. La réception de l'OL dans 15 jours, elle est pas drôle non plus. ouais, ouais. Tu vois, c'est le contexte de ce qui t'attend et tu vas avoir dans tous les cas 12 matchs donc en Ligue 1 encore à jouer. 11 peut-être maintenant, j'ai pas fait mes maths. Mais dans tous les cas, tu ne finiras pas à l'énergie, il faut pas se leurrer. Il va falloir, instaurer quelque chose, assez rapidement parce que tu vas Ouais, avoir ouais. besoin d'un minimum de cadre et tu peux pas produire 12 fois le match que tu as fait contre Strasbourg parce que honnêtement, enfin, si je dois m'avancer et lancer une simulation des 12 matchs avec cette configuration de jeu-là, je pense que tu en gagnes 3, si tu pas de chance, tu en gagnes max 5-6 si tu de la réussite. Ouais, il y a Mais 15 points. j'ai pas l'impression que tu peux espérer bien plus que ça. Ouais, ouais, il y a 15 points. Et justement, pour ce qu'on a dit la semaine dernière, émission Good Vibes, on va essayer de trouver Moi, j'ai trouvé un point positif. Vous allez me dire si ça compte ou si ça compte pas. Malgré le coup sur la tête du 2-2, tu reprends un point au Paris Saint-Germain. Est-ce que dans la course au titre, il faut pas s'en satisfaire? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. La course au titre qui est l'objectif principal de la saison. Oui. La course au Et titre qui pourquoi est pas? effectivement... Un nouvel entraîneur, une série de victoires. Il y en a bien qui font 13 victoires d'affilée, on sait pas comment. Pourquoi pas nous, T'es au à final? 2 doigts, avec un bon pompier, Et pourquoi pas nous? et pourquoi pas nous? C'est vrai ça, parce que d'habitude c'est et pourquoi nous? Ouais. Et là, ça C'est serait et pourquoi pas Il y en nous? a qui ont réussi à faire combien Lens, ils ont fait combien? 10, 11 victoires? Ils ont fait 10. Ouais, Ils ont fait sont venus 10. avec ils sont à Lyon 10, est à ouais. 13. Il reste combien de... Nous, on peut... Si, combien de Mais matchs il nous reste en Ligue 1? Alba, tu gagnes tout, t'es pas champion. Donc arrêtez. Tu veux bien good vibes et tout, mais tu gagnes tout, t'es pas champion. Au moins, on aurait arrivé. Voilà. Bah, peut-être que si... Bah écoute, bah, si on gagne tout, toutes compétitions confondues, c'est qu'on a pris un titre. Alors Ah écoute, oui, ah, oui, oui. on peut y Ça, trouver Est-ce quelque chose. est-ce On qu'il peut faut trouver pas juste l'entre se deux. concentrer sur tout gagner en Coupe de France? Voilà. Ah, Ah là, T'en as que déjà, 3. T'en as que Ça, 3. ce débat, on l'a déjà fait pour le coup, non, nous, mais on quand sera tu vois ce content. Pablo, qui il se sera trame pas content, je crois. ouais, qui se trame en coulisses, j'ai l'impression que l'enjeu, il est plutôt sur le podium plus Ouais. que sur la Coupe de France. Et donc, pour ceux qui n'ont pas le classement en tête, l'OM est 4e avec 5 points de retard sur l'OL. Une meilleure différence de but pour le moment, mais l'OL que tu vas affronter dans 2 semaines. Donc, espérons ne pas être à plus de 5 points à la fin du week-end prochain, en sachant que l'OL a malgré tout encore à jouer l'Europa League un peu plus tard, et que peut-être PSG, que, avec un calendrier a priori aussi un peu plus compliqué que celui de l'OM, bon, la 3e place, elle est pas fichue. Et derrière, alors la dernière fois qu'on a dit ça, on disait oui, Lens sera derrière et Lyon sera derrière, donc j'aime plus trop ce genre de propos. Mais j'ai quand même, on va quand même pas tomber derrière Lille et Rennes. J'ose espérer. Moi, je les aime bien ces propos, ils me font rire en vrai. Mais c'est des propos qu'on pourrait clipper dans 2 mois, ça. Donc Exactement. Bon. Exactement. Non, mais moi, j'ai juste ajouté un truc auquel je pensais ce week-end, parce que effectivement, quand tu regardes un petit peu les calendriers de ce qui t'attend, toi, tu as quand même eu le plus gros de ta saison qui est passé en termes de matchs. Quand tu regardes les calendriers des adversaires, eux ont encore des gros morceaux qui vont arriver d'ici à la fin de saison. Et ça, je me suis rappelé que c'était une volonté du club. Alors, je sais pas qui dans le club a demandé ça, mais on l'avait évoqué en septembre parce que ça m'avait marqué. Chaque club peut faire des souhaits à la Ligue dans le calendrier et demander un peu ce qu'il veut et c'est exaucé dans la mesure du possible. Et l'OM avait demandé à avoir un début de saison particulièrement relevé. Et donc, bah, par voie de conséquence, puisque les matchs retour sont à peu près calqués sur les matchs allés, bah, tu sais que tu vas avoir une période compliquée sur le début de ta phase retour. En fait, je me dis déjà, je comprends pas pourquoi on a demandé ça. Et C'était si tu as pour te demandé ça, préparer au top 24, je pense. Mais ouais, non, mais peut-être. Et mon deuxième point, c'est s'il y a une raison au fait de demander ça, et tu en soulèves une très bonne, Max, c'est que tu dois le savoir que tu vas traverser des tempêtes difficiles à ces moments de la saison. Donc, prendre des décisions à ce moment-là, en sachant que t'es pas dans ce qui est la réalité de ta saison et t'es plus dans la frange haute du niveau de difficulté de ta saison, ça me semble, encore une fois, très mal inspiré
et ça manque de vision et c'est encore Ben, une fois pas surprenant de la part de nos dirigeants. t'as dit le mot. Enfin, c'est si jamais ce bruit de couloir qu'on avait entendu et que était vrai. Ça c'est vrai pour le coup, petit, Ouais. enfin ça a été Ouais, mais annoncé et après, c'est pour le pas coup, tout le monde fait des choix et c'est tranché dans une commission. Donc oui, peut-être oui, mais que t'as pas eu enfin, 100% de tes choix non plus. tu vois non, bien sûr, mais tu vois bien qu'au final, c'est ce qui est arrivé. Mais Le classico, le OM-PSG est arrivé bien plus tôt dans la saison que ce qu'il était les autres années, tu vois? globalement, mars, Donc avril et mai, t'es quand même sur des équipes que tu penses en juillet, loin derrière toi au printemps. a priori. Est-ce qu'on passerait pas à ce qu'on a vécu hier, du coup dimanche? Parce que on attendait un communiqué. A priori, il était même quasiment prêt on attendait celui du Stade Rennais avant d'avoir un communiqué olympien et on l'imaginait peut-être tomber dans le week-end. Et c'est un autre communiqué qui est tombé, celui de Mehdi Benatia pour annoncer sa démission avec effet immédiat, mais pas trop parce qu'il était quand même là la semaine dernière pour gérer a priori les affaires courantes et la dernière semaine post de Zerbi. Déjà, alors on en avait un petit peu parlé, c'était quelque chose qui était un peu dans les tuyaux. On savait qu'il y avait des bruits de couloir un petit peu comme ça, qu'il y avait des distensions entre le triangle infernal depuis plusieurs semaines. Mais est-ce que vous imaginiez, surtout que a priori les premiers bruits de sa démission, c'était la semaine dernière quand on enregistrait, et derrière on l'a vu travailler le dossier Habib Beye, on le sait un peu à Paris, a priori, sur le dossier Habib Beye en fin de semaine dernière. Il était au Vélodrome et dans les vestiaires encore ce week-end aux premières loges. Est-ce que ça vous a surpris? On reviendra après sur le contenu, qui moi me dérange un peu, mais au moins sur le timing, un dimanche matin, alors que le dimanche normalement c'est repos. T'es juste là, au pire t'as le biathlon, tu vois, à 14h qui allait commencer, et c'est pas du tout ça qui est tombé, quoi. Est-ce que je donne la version officielle ou la version officieuse? C'est Alors, à toi de décider. Moi, je dirais que toi de nos voir. auditeurs méritent la version officieuse, mais si tu veux rester avec la version officielle. La version officielle, c'est T'as que levé la main en début d'émission, hein. c'est vrai. Non, la version officielle, c'est que moi, franchement, je pensais que le livre de Benatia qui s'en va était fermé. Donc, je pensais qu'il allait faire la saison. Je pensais qu'il allait terminer la saison après tout ça et que tous les remous qu'il y a eu sur la saison et la mi-saison et le départ de Deserbi, je me suis dit, quand même, au vu de l'attachement qu'il a avec Marseille, avec le club, avec le projet et avec les joueurs qu'il a ramenés cet été, je me suis dit, il va finir la saison. Franchement, je me suis dit, il va finir. J'ai fini par me convaincre qu'il allait finir la saison. Mais officieusement, je savais qu'il avait posé sa démission et qu'il souhaitait partir pas qu'une fois. Donc ça, je le savais. Mais je m'étais convaincu que le livre était terminé et était fermé. Après, Posé et non proposé, comme voilà, c'est écrit dans le communiqué c'est ça. noir sur blanc, C'est ça. parce que c'est un point sur lequel je voulais revenir. C'est bien écrit, posé et non proposé, c'est-à-dire que on ne retient pas Mehdi Benassia quand il veut partir, comme ce qui avait été un peu annoncé après des discussions avec McCourt, etc. Il ne finit pas la saison, il a posé sa démission, il voulait partir et il va partir, point. Oui. C'est après, il y a toujours pas de communiqué, mais oui, il va partir, je pense. Ouais, ouais, c'est ça le point, c'est que ça a toujours pas été annoncé officiellement. Deuxième point, en fait, c'est un peu, si on rentre dans le contenu, moi, c'est ce qui me dérange, c'est que il réserve la primeur de son explication à ses propres réseaux. Et là, c'est un peu la porte ouverte à, entre guillemets, à n'importe quoi au niveau des salariés du club, parce que demain, Pablo Longoria va communiquer des choses sur son LinkedIn plutôt que par le biais d'un communiqué, parce que on peut tout imaginer à ce moment-là. Et le deuxième point, c'est effectivement le côté un peu, je sais pas si on peut dire revanchard ou si on peut. Ça a l'air d'être une Il y a, décision un peu cavalière, hein.
il y a plein de choses qui se mélangent, mais C'est l'impression t'as que la ça date donne, du hein. 9 février, tu Ouais, continues quand même de travailler, c'est ça. mais tu notes quand même bien que ça fait une semaine que techniquement tu veux plus être là, Mmh. et Ça, puis tu l'annonces toi. c'est ça. Ça a l'air d'être une décision un peu cavalière et ça donne aussi l'impression, maintenant je sais pas si ça là par contre c'est mon ressenti, que la décision, il a un peu forcé la chose. Que peut-être ça n'a pas été perçu comme lui le voulait et qu'il a voulu prendre les devants et dire bah écoutez, moi je pose ma démission, maintenant vous vous débrouillez et vous faites ce que vous devez faire. J'ai l'impression que Et ça a il l'air d'être choisit sa fin, c'est un ça, petit c'est peu. ça, c'est ça. Bah, après il a un peu choisi son début, il a choisi son milieu, il a choisi sa fin au final parce que Mais est-ce que et là je vous pose la question et vous pouvez me dire non, hein, c'est pas pour envoyer une crotte de nez à qui que ce soit, mais quand on parle pendant 18 mois d'institutions, de jeunes qui se pensent au-dessus de l'institution, de joueurs qui se croient au-dessus de l'institution, de vouloir remettre, et il l'a très bien fait à ce plein de niveaux dans le club, parce qu'on fera le bilan un petit peu après. Et c'est loin de dire qu'il y a que du négatif, loin de là. Je pense qu'il nous a fait gagner quelques années sur certains points. Mais cette histoire d'institution toujours et de respect du blason et presque d'être irréprochable, est-ce qu'on peut pas dire quand même que sa sortie là, elle est pas totalement en adéquation avec le message qu'il a véhiculé pour d'autres personnes du club pendant longtemps? Bah, au-delà d'être décevante, et ça on y reviendra après, bah, si c'est clairement un manque de respect, bah, 1 envers le club, 2 envers les supporters, et ça va à l'encontre de tout ce qu'il a essayé de bâtir dans ce club-là. Parce qu'effectivement, il y a du positif, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées chez Mehdi Benatia. Pour moi, je l'analyse avec la même grille de lecture que De Zerbi, c'est-à-dire que si tu fais les plus et les moins, j'estime qu'il t'apporte quand même beaucoup plus que de moins, et ça veut pas dire être aveugle sur les moins. Malheureusement, il souffre de quelques défauts qui sont problématiques, et honnêtement, j'ai l'impression que cette décision, elle est dictée par l'orgueil. Alors je me permettrai pas de parler à sa place ou autre, mais d'un point de vue extérieur, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire que c'est une décision prise à l'unilatéral, dictée a priori par l'ego, parce qu'on comprend bien, qu'il y a une petite guerre en interne qui s'amorce, par les différents relais de communication, et que finalement, bah, le club et ses supporters passe derrière tout ça, et j'ai l'impression à des kilomètres et des kilomètres de ces intérêts-là. Donc ça, pour le coup, moi je lui en veux par rapport à ça, par rapport à la sortie. Ben, pour moi, il y a 2 prismes. Tu peux l'aborder par 2 prismes. Le premier prisme, c'est que il a fait incarner son projet et son cycle à l'OM par un homme qui est parti une semaine plus tôt. Donc tu peux te dire, à partir du moment où cet homme-là, il s'en va, il a plus part, à l'OM. Ça s'entend. Mais en cours de saison, ça devient caduc pour moi. C'est-à-dire que si ça arrive cet été, il peut dire, bon, du coup, moi, je m'en vais, t'es en intersaison et OK. Mais là, en pleine saison, on va pas lâcher de mots forts parce que peut-être qu'il nous écoute comme il écoute beaucoup de choses. Mais pourquoi faire? Surtout que on sait qu'il a placé des gens à tous les étages du club et dans tous les secteurs. En fait, tu joues genre, tu as pris l'OM, tu as mené ton projet, il s'est raté, tu as placé des gens et tu te tailles en plein milieu alors que Medji, moi je pense que sa décision à lui, la décision de R2Z, elles sont conditionnées par le fait que ils espéraient beaucoup plus. Et que même là, l'optique de sauver la saison avec un deuxième podium de suite, et oublions la Coupe de France, juste 2 podiums d'affilée. Même ça, c'est loin, loin, loin de ce qu'ils espéraient et de leur fantasme. Mais ça reste délirant comme décision. ouais. Après, pardon, mais enfin, cet aspect, parce qu'on l'a beaucoup entendu, quand on parle de Mehdi Benatia, on nous rappelle à chaque fois qu'il s'est lié à Roberto De Zerbi, et cetera, et que, bah, le fait que Roberto De Zerbi parte, ça engendre que lui aussi, remette son avenir en question, et cetera. Bah, Très honnêtement, mais souvent c'est dit dans le sens, pour le défendre, et dans le sens, bah, le sportif, c'était de la faute de De Zerbi, lui pour le coup, c'est pas de sa faute, et cetera. Je suis désolé, mais moi je trouve ça hyper insultant à son encontre. Parce que si on dit ça, je le défends pas là. non, non, je sais, mais dans Ah ouais, dans non. dans les arguments, que certains qui apprécient Benatia peuvent avoir, moi je trouve ça très insultant, parce que ça veut dire quoi dans tout ça? Ça veut dire que finalement Benatia c'était juste un intermédiaire de De Zerbi? En gros, son projet sportif pour l'OM,
c'était des Zerbi, ça veut dire que finalement, il t'a juste servi d'intermédiaire. Il nous a juste ramené des Zerbi, il s'est appuyé sur lui, tout ce qui se passait mal dans le sportif, c'était des Zerbi, et le jour où des Zerbi part, lui aussi doit s'en aller. Ça veut dire qu'au final, lui n'a servi que d'intermédiaire, il a juste servi à Ouais, introniser ouais, des ouais. Zerbi, et ça veut dire qu'il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de Ouais, ouais, ouais. lien hiérarchique par rapport à des Zerbi. Et je suis désolé, mais en tant que directeur sportif, t'as ramené un entraîneur qui était un très bon choix pour le coup, à mon sens, et par rapport aux besoins de l'OM et ce que tu as voulu mettre en place, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié et qui m'a personnellement convaincu. Mais il est parti. Et c'est là qu'on attend la décision d'un directeur sportif. C'est qu'est-ce que tu as pour nous après ça? Mais, C'est ton rôle mais, de planifier ça pour le coup. Et honnêtement, partir en plein milieu de saison comme ça, moi je trouve ça aberrant. mais Ça existe pas normalement. pour prolonger ton propos, il y a encore plus drôle dans le communiqué. Et ça, c'est à mourir de rire. C'est quand il évoque le groupe et qu'il dit que c'est un groupe qui peut faire beaucoup mieux. mais c'est, mais reste alors. C'est bien ce que Tu dit fais Younes, hein. pourquoi tu pars en courant, pourquoi tu pars en cavalant alors si ce groupe peut faire beaucoup mieux? Reste. Trouve un coach qui va réussir à le driver sur, comme on l'a dit, 12 journées où il y a plus grand chose au niveau Ligue 1 et que il faut pas énormément pour prendre beaucoup de points. Tu t'en vas, en fait, ouais, on en revient au point de la guerre d'ego, du revanchard et de ce que vous disiez du cavalier seul, du mec qui a été meurtri pour je ne sais quelle décision. Mais ça Et il y a rejoint un ce autre, que... Oui, vas-y, je t'en prie. et le dernier point que je veux dire, ils s'en sont vantés pendant 18 mois. Je crois qu'il faut dormir la nuit. Sincèrement, hein. Je vais te dire un truc tout bête, mais peut-être que se vanter que de dormir 2 heures par nuit, je sais pas, moi, faites l'expérience chez vous, ceux qui dorment pas, ceux qui dorment la nuit, commencez à dormir 2 heures par nuit pendant un mois. Ceux qui dorment pas la nuit, commencez à dormir pendant un mois. Et vous allez voir si vous n'êtes pas 1000 fois mieux dans vos têtes, dans votre travail, dans vos relations avec vos proches, avec vos collaborateurs, avec tout, en fait. Genre, j'arrive pas à entendre que des mecs se vantent de ne pas dormir la nuit, genre. Je sais pas, ils ont 15 ans, je Mais, les mais mecs te disaient: «On dort que 2 heures par nuit». Ben, OK, super. Ben, je sais pas. dormez, peut-être que vous serez moins sous tension. En fait, c'est Soulé qui t'explique qu'il a besoin d'aller en boîte pour être bon le week-end, genre, Oui. c'est le même truc. Je Mais sais pas. Moi, ça me choque. Je mais, sais pas. du coup, pour Mmh. rebondir un peu sur ce que tu dis, moi vraiment, ce qui me dérange, au final, c'est la posture. Parce que l'entraîneur veuille partir parce que son message il passe pas, c'est quelque chose qui s'entend et c'est tout à son honneur pour le coup. Parce que c'est une vraie, moi je le perçois comme une vraie marque de respect et d'affection pour ses joueurs, pour l'environnement, pour le club. On l'a dit la semaine dernière. Mais le mec, il s'est pas attaché à son contrat. Il a dit: «Le message, il passe pas, moi je m'en vais». Mais en tant que directeur sportif, certes, comme Younes il a dit, tu as lié ton avenir à ton entraîneur. Il y a pas de problème, ça s'entend, on peut faire les choses comme, on peut refaire le monde, bref. OK, on accepte ce propos-là. On est à la mi-février, il reste 12 journées. Tu te permets de partir, comme Opti l'a dit, tu as mis tout le monde à tous les étages du club, tu t'en vas et après nous, en tant que supporters, qu'est-ce qu'on fait? On est à 11 journées de la fin, qu'est-ce qu'on fait? Il reste 11 journées, tu as ton directeur sportif qui jette l'éponge. Mais c'est quel message que tu renvoies? C'est quoi la considération que tu as pour les supporters? C'est quoi la considération que tu as pour les personnes qui sont en place? Que tu sois lassé, qu'il y ait une guerre d'ego, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, mais il y a pas de souci. Réglez ça en juin, en mai. Il reste 2 journées, les objectifs, ils sont tels qu'ils sont. Il reste 2 journées, tu t'en vas, tu règles tes comptes et c'est fini. Mais il reste mi-février. Quel message tu renvoies? Et pour revenir un dernier point sur ce que disait Max sur l'institution, moi j'ai l'impression qu'il a pris tous les côtés de l'institution de 2015, où en 2015 il fallait être sévère, il fallait être ci comme il a pu voir à la Juve. Mais tu crées pas ça. Le foot, il a changé depuis. Le foot, il a changé, il a évolué et tu peux pas te permettre d'arriver et de voir que l'institution, ça passe par être très, rigide sur les bords, de installer quelque chose, un rapport de force avec tout l'environnement qu'il y a autour du club, que ce soit les joueurs, la presse. Au final, ça menait à quoi? Ça a mené à ce que à 12 journées de la fin, ben, ça ne va plus. Il y a plus rien qui va, tu es plus en poste, tout le monde se demande comment on va terminer la saison et pourquoi? Pour une guerre d'ego. Parce que Macourt, au début, on a dit que Macourt a dit qu'il allait investir et finalement,
Au lieu de pouvoir utiliser 100 millions sur le recrutement et vendre pour 0, il faut que tu vendes pour 75. Pour ça. Mais, mais en plus, pardon, mais cet argument, il est complètement bidon, si je peux me permettre. Bah oui. On est en février, il a besoin de quel argent exactement entre février et fin mai pour la fin de la saison? On avait tous compris que, visiblement, peu importe ce qui se passerait, tout le monde était fatigué, tout le monde était lessivé et que le 15 juillet, on aurait à peu près personne de De Zerbi ou de Benatia à la commanderie. Ok, on était prêt à l'accepter, il y a pas de problème. Mais là, on parle d'ambition, de budget entre le 16 février et le dernier match qui aura lieu fin mai. Il y avait besoin de quel budget exactement? C'est quoi le problème avec le fait que McCourt décide de réduire la voilure? Mais on reviendra sur ce point-là parce que c'est intéressant. Ça fait écho aussi à tout ce qu'on voit depuis hier, c'est-à-dire les relais de communication qui parlent, quel média sort les infos, quel média a tel type d'infos, etc. Et c'est important de revenir pour faire ne serait-ce qu'un peu de pédagogie pour ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'avais une question à vous poser parce que je me suis fait la réflexion de me dire, est-ce que le projet, il n'était pas mort-né à partir du moment où ton directeur sportif, il pense qu'il a une date de péremption. Ce que j'entends par là, et peut-être que vous allez me dire, le poste de directeur sportif, il a un petit peu changé aussi à travers les années. Comme tu viens de dire, Alba, le foot a changé par rapport aux années 2000, aux années 2010, etc. Mais pour moi, un garant du sportif, c'est quelqu'un qui doit avoir une feuille de route qui dépasse les 3 ans, ou dont une partie des lignes vont à 3 ans, mais elles vont à beaucoup plus loin. Et le fait que depuis 1 an, c'est-à-dire pas longtemps après sa prise de poste, il commence à marteler « je serai pas là longtemps, je suis en mission », une sorte d'intérim un peu long, pour moi, ça biaise pas mal de choses. Déjà, il met des hommes, entre guillemets, à lui, à toutes les strates du club. Aujourd'hui, il part, que deviennent-ils? T'en as à la formation, t'en as à la communication, t'en as à l'administratif. C'est très particulier pour eux, mais c'est très particulier pour le club. Ça veut dire que le destin d'une seule personne régit ton sportif et ton administratif. C'est lourd de conséquences. Deuxième point, à quel degré aujourd'hui un directeur sportif doit être le premier rempart communicationnel et médiatique parce qu'il a pris de la place, Benatia. Alors de temps en temps, ça a fait du bien à De Zerbi, de temps en temps, ça a fait du bien aux joueurs, ça a fait beaucoup de bien à Pablo Longoria qu'on voit plus du tout et qu'on enlève de l'équation depuis quasiment 2 ans. Et on dit ça lui fait du bien, mais a priori ça lui a fait du mal parce qu'il y a des histoires d'ego, ah oui, mais finalement lui il prenait une place, j'aimais bien, je prends moins de tirs, mais maintenant que je prends moins de tirs, mais j'ai moins de lumière, du coup ça m'embête. Ça va pas comme ça. Et pour moi, ça c'est pas le rôle du directeur sportif. Le directeur sportif, c'est le mec qui te planifie ta stratégie sur 1, 3, 5 ans. Et j'ose imaginer, et même si c'était pas des génies de leur profession, mais quand l'étang est à ce poste-là, il dit pas au bout d'1 an, je veux partir. Quand Olivier Piqueux, tout ce qu'il a fait à Angers n'est pas bon, mais au bout d'1 an, il a pas dit je vais partir. Le trio que je connais, enfin le duo du coup, Lacour-Caillot, ils sont là depuis plusieurs années. Ils se trompent évidemment, il y a une relégation, c'est terrible. Mais c'est des gens qui travaillent ensemble et qui ont une vision d'ensemble du club avec un background et une idée de là où tu veux aller malgré tout. Et si tu prends le parti de prendre ce poste-là en tant qu'intérimaire ou en tant que genre une mission de conseil ou autre, bah tu peux pas aller bien loin parce qu'à l'été 2026-2027, on va se retrouver avec ce qu'il critiquait l'an dernier, Mehdi. Enfin, avec ce qu'il critiquait il y a 1 an et demi. C'est-à-dire, ah oui, mais j'ai des mecs qui sont en prêt avec option d'achat, je suis obligé de jouer avec une feuille de route qui est pas la mienne. On m'a laissé des casseroles. Ouais, mais tu laisses les mêmes casseroles. Ben, Après, même, rapidement, Opti, enfin, sur le fait que son destin soit mort-né, comme tu le dis, alors bien sûr, c'est pas idéal, mais si je dois me faire l'avocat de cette situation, je trouve pas que ça soit rédhibitoire pour performer. Je m'explique. mais à court terme. Non, dans l'idée que lui vienne mettre en place une feuille de route à 1, 3, 5 ans, comme tu le dis, que lui n'ait pas vocation à rester autant de temps, dans la mesure où il travaille sur sa succession
et qu'ils mettent juste les choses en place et que, ben, tu peux imaginer une période de transition que du coup, s'il sait qu'il part à l'été, c'est peut-être le sens de la venue de Balzaretti aussi, hein. C'est comme ça que personnellement je l'avais interprété, mais tu te dis que, bah, du coup, pendant 6 mois, tu vas travailler sur la transition, que tu prends quelqu'un qui sera aligné avec cette feuille de route et tu vends une feuille de route, attachée au poste. C'est-à-dire que tu ne vends pas juste un poste de directeur sportif, tu vends une feuille de route attachée à ça et le prochain vient avec l'idée d'appliquer ce truc-là qui aura été validé, qui l'aura convaincu lui aussi et avec laquelle il se sentira à l'aise. Ça, à la limite, je pense que tu peux t'en accommoder de cette situation qui n'est pas idéale encore une fois, mais je pense que tu peux t'en accommoder. Là, la réalité, c'est que, bah, finalement, on voit bien que, et c'est ce qu'on reprochait à ce club depuis plusieurs semaines, et les Longoria en tête de liste, parce que j'espère qu'on va prendre le temps un petit peu de reparler de son cas, parce que pour moi, c'est le principal fautif de tout ça, et il a pu se cacher autant qu'il le souhaitait, il va falloir le mettre devant et passer à ses responsabilités. C'est ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que on a un club qui navigue à vue constamment, et c'est du management, c'est du micromanagement, c'est du management à la petite semaine. Moi, il y a 2 trucs que je voulais dire là, tous les propos que vous m'avez fait, ça que vous avez dit, ça m'a évoqué un truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes de loin, tu as l'impression que c'était un manager à l'anglaise à l'ancienne et que Ouais. RDZ, c'était un adjoint et qu'à partir du moment où genre lui gère les joueurs, lui gère, les contrats, lui gère les recrutements, lui gère tout ce qui tient aux sportifs. Lui a un regard très, très, très proche au-dessus de l'épaule de RDZ parce qu'il peut nous dire ce qu'il veut sur, la véracité ou non, du fait qu'il communique avec le coach à la mi-temps. On l'a vu faire des briefings aux joueurs juste avant les matchs. Mmh. On l'a vu descendre à la mi-temps. On l'a vu avoir des relations, des communications par message, au téléphone pendant les matchs. Je pense pas. Les journalistes peuvent inventer des choses, mais quand tu vois à la fin comment ça finit, tu te dis qu'il y avait peut-être pas que du faux là-dedans. Et un autre truc, moi, qui me fait mourir de rire, c'est que le truc qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, c'est de sa part et aussi de la part de gens qui l'ont défendu, corps et âme. C'est quand il est arrivé, on était je ne sais combien, on n'alignait pas 3 passes et je cite, «La demi-finale d'Europa League, je sais pas comment on l'a fait». Bah, la réalité, c'est que le dernier match où il est encore, en poste à l'Olympique de Marseille, et je pense que ça sera son dernier match, c'est un match contre Strasbourg où on n'aligne pas 3 passes et que je sais si jamais on l'avait gagné, j'ai aucune idée de comment on l'aurait gagné. Donc comme tu es arrivé, comme tu vas repartir. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il a fait faire des projets, des progrès au club. Il a nommé des gens, compétents. Ouais, on verra s'ils sont compétents. Bah, ceux qui vont survivre, qui vont lui survivre, on verra s'ils sont compétents. La réalité, c'est que le bilan, je sais pas moi, qu'on m'explique ce qu'il y a d'extraordinaire dans le bilan, quoi. Vous, Genre, vous le jugez comment d'ailleurs son bilan? Moyen, moyen. mais en fait Ni Quel est son plus grand accomplissement pour vous? il se tire une balle dans Alba, je te laisse de suite parler. ouais, En fait, en partant maintenant, il se tire une balle dans le pied et tout. Genre son mais bilan en 4 mois, il aurait pu encore être très bien, genre. bah, Je comprends. il aurait pu être excellent Genre une même, Coupe de France? oui, mais même en vrai, même un deuxième podium. Un 2e podium et la coupe de France, et Parce c'était le que meilleur parce que dernières années. Juste un tu deuxième podium, ouais. ouais, parce que si tu perds en demi à Bollaert ou au Parc OL, dans un match serré, tu perds aux prolongations ou je ne sais rien. Ben, OK, il y a la déception, mais allez, j'ai envie de te dire, c'est logique. En plus, encore plus au vu des dynamiques actuelles. Que tu perdes à Bollaert, c'est pas un scandale. Donc, tu fais podium et tu termines demi de Coupe de France. Les gens, ils vont être tristes, mais ils vont se dire, bon, allez, ils sont allés au bout des choses. Ils ont essayé de ramener quelque chose. Oui, il y aura la tâche noire du top 24. Mais après, si on n'est pas, encore une fois, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas Chelsea, on n'est pas City. Si tu arrives à faire un deuxième podium et un demi de Coupe de France, tu peux te cacher derrière les gars, on progresse, on avance. C'est pas parfait, mais il y a du bon. Mais là, tu t'arrêtes à 4 mois de la fin de saison, il te reste 12 matchs et tu abandonnes la plupart des mecs que tu as eu au téléphone, pour certains peut-être il y a 3 semaines, et tu pars parce que l'entraîneur est parti. Mais si c'était qu'une question de De Zerbi, tu remets tout le monde à l'endroit. Si c'est, au final, il y a un tas de choses qui ont fait que il est parti. Bon, ça, c'est une chose. Et si on revient sur son mandat, moi, je le trouve moyen. Je mettrais un 5, 5 et demi quand même. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est, tu as réussi à rendre l'OM
Sauf que l'OM a toujours été plus ou moins attractif. Mais là, tu as vraiment réussi à aller chercher des joueurs en fait qui sont payés plus cher, type Pavard. Tu as réussi à rendre l'OM crédible parce que tu as ramené De Zerbi. Donc quand tu vas faire des négociations, eh ben, on te vend un projet. À certains joueurs, on a vendu un projet de jeu avec voilà, des attentes, avec une idée sur 3 ans de oui, on est en mesure de faire ça, 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 d'être concurrent au PSG. Tu as vendu quelque chose. Donc ça, on ne pourra pas l'amputer. Et aussi le fait d'avoir voilà, mis quand même des personnes en place qui, à mes yeux, sont quand même très compétents. Tu as réussi à enlever certaines personnes qui étaient au club, pour pas la citer, quelqu'un comme Elodie Malatré qui était là depuis peut-être 20 ans, ben, tu as réussi à la sortir pour mettre quelqu'un de très compétent. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place qui, comme l'a dit Opti, avec le temps, ben, on verra si ça vaut le coup, si ces personnes-là vont être en mesure de montrer ça va être une plus-value pour l'OM sur le moyen terme, parce que sur le court terme, c'est gentil. Mais quand tu mets déjà en place, surtout au niveau administratif, au niveau financier, au niveau communication, c'est pas pour qu'elle reste 2 ans, c'est pour qu'elle reste 5 ans, c'est pour qu'elle reste un peu plus et pour que le club grandisse. Mais après, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans le négatif? Ben, c'est que tu es toujours autant instable, c'est que tu as réussi à faire un podium, mais il y a d'autres directeurs sportifs qui ont réussi à faire des podiums. Ramener des bons joueurs, tu as toujours réussi à en ramener. Mais au final, c'est quoi? C'est avoir dit après 6 mois, 1 an, moi, de toute façon, je reste pas ici très longtemps, je me projette pas. Oui, ok, ça peut être pris comme une certaine hauteur par rapport au contexte marseillais qui est volcanique, qui est explosif, qui est ce qu'on veut. Mais moi, en tant que Marseillais, moi, je le prends pour du mépris de classe, tout simplement. C'est que moi, je suis déjà dans des standards, c'est pas les vôtres. Moi, je suis là, je fais mon truc, mais je suis déjà loin. Mais comment, moi, en tant que Marseillais, comment je dois le ressentir? En gros, moi, je fais mon truc. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, dans tous les cas, je vais avoir mieux. Moi, je le perçois comme ça. Et moi, pour moi, c'est simplement du mépris de classe et ça fait que je suis pas en mesure de lui mettre plus qu'un 5 ou un 5,5 dans son bilan global. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pu voir à un moment donné comme attitude et qu'on a presque l'habitude de voir chez les joueurs ou chez les coachs, mais pas forcément chez les directeurs Mmh. sportifs. C'était aussi ça le fond de ma réflexion, c'était la personnification et la starification de ce rôle-là qui est essentiel aujourd'hui dans un club, mais qui a amené aussi sur le devant de la scène, et c'est pas le cas de Mehdi, attention, hein, mais d'autres personnages un peu folkloriques dans notre Ligue 1, qui étaient quand même là beaucoup pour avoir de la lumière ou pour avoir faire plaisir aux copains ou autre que pour le sportif, et qui ont aussi fait du mépris à leur propre club. Je pense à l'équipe qui était en place à Bordeaux. Je pense malgré tout un peu ce qui est fait aujourd'hui à Strasbourg. Il y a beaucoup de supporters qui peuvent ne pas se sentir représentés par le staff administratif sportif. Et c'est là, c'est ce qui me questionne un petit peu dans ce départ-là, c'est que on a l'impression, qu'est-ce qui reste maintenant? Du coup, concrètement, il C'est reste ça. pas grand-chose. Il reste Longoria qui revient sur le devant de la scène. Et je sais, Younes, tu voulais en parler. Ça fait écho à une question qui va peut-être pouvoir animer un peu les débats. Mais Julien qui nous disait, Longoria aura-t-il le courage de poursuivre l'aventure? Je sais même pas. J'en sais rien. Mais au final, entre De Zerbi, Mehdi et l'effectif qui, a, pour la plupart, n'ont sans doute pas un amour du maillot transcendant, ou en tout cas, ça se voit pas tant que ça, si c'est le cas, ou des contrats qui permettent pas de se projeter bien loin. Qu'est-ce qui reste là maintenant? On est à 3 matchs, on a 2 matchs potentiellement d'une finale de Coupe de France, à une dizaine d'un deuxième podium consécutif, et malgré tout, on a l'impression qu'on a coulé une dalle. Ouais, après, enfin, je rebondis juste sur la question du bilan rapidement, et je sais peut-être que Opti voudra dire son mot aussi. Moi, je dirais qu'il est mauvais, son bilan, et la réalité, c'est que je suis beaucoup plus proche de ce que dit Alba. Je pense qu'il est moyen, mais j'ai envie de le qualifier de mauvais s'il se finit comme ça. Et je dirais mauvais parce que pour moi, il était à pas grand-chose d'être très bon. Mehdi Benatia, en tant que directeur sportif, et c'était sa première mission dans le registre, hein, même si des fois, quand on écoute parler, on dirait qu'il est là depuis 15 ans.
sa première mission. Je trouve qu'il avait beaucoup de qualités, il a fait beaucoup de choses qui ont permis à l'OM comme tu le disais Maxime tout à l'heure, de gagner quelques années dans la professionnalisation, dans le fait de remettre l'OM à une place centrale, au moins dans les ambitions affichées et dans le discours qui est tenu. Sur ces dernières années, on parle de l'OM comme un deuxième totalement naturel du PSG, et juste d'être revenu à cette place-là, c'est satisfaisant. Ça, c'est pour le discours. Moi, ce qui me dérange principalement et ce qui me fait qualifier le passage finalement de mauvais, c'est qu'au final, j'ai l'impression que Mehdi Benatia a pas bien analysé ou pas bien scopé le revers de ses qualités. C'est-à-dire que c'est pas un directeur sportif qui est capable d'avoir une cellule de recrutement très efficace. On voit bien que les joueurs et la façon de composer l'effectif ne sont pas du tout structurés comme ça peut être dans d'autres clubs. On voit beaucoup d'hétérogénéité, et ça, on le dit depuis septembre, que même s'il y a des noms et des coups qui sont bien sentis, c'est plus un mercato d'opportunité, un mercato de coups, plutôt qu'un mercato qui obéit à une logique de planification sportive claire, comme on peut le voir dans d'autres clubs. Et ça, à mon sens, c'est une chose, c'est pas une qualité qui est donnée à tout le monde d'avoir cette habilité-là à construire un effectif. Et je regrette qu'il ne se soit pas plus appuyé sur des gens compétents dans ce registre-là, en sachant que lui-même, dans cet aspect de construction d'effectifs, lui est brillant dans le fait de pouvoir convaincre un joueur, de pouvoir lui vendre une histoire, de pouvoir lui faire adhérer à un projet et le convaincre de venir à Marseille. Ça, il a des qualités qui sont extraordinaires dans ce registre-là. Je pense que c'est quelqu'un, quand il parle en tant que joueur, t'as envie de l'écouter. Mais je pense qu'il aurait dû avoir quelqu'un qui lui murmure des idées un peu plus inspiré, j'ai envie de dire, pour et tu dois avoir les deux dans ta construction d'effectifs, c'est-à-dire que tu dois avoir cette base de travail, de scouting qui est plus présente, et ça t'empêche pas d'avoir un ou deux coups que tu vas initier toi personnellement avec tes qualités et qui vont renforcer grandement et faire accélérer ton projet. Ça a été le cas de Greenwood, ça a été le cas de Rabiot, c'est censé être le cas de Pavard, même si c'est une erreur monumentale, mais tu peux pas baser un mercato uniquement sur de l'opportunité. Ça c'est mon plus grand regret, qui n'est pas réussi à s'accommoder de ça. Et après, sur l'aspect communication, encore une fois, c'est un directeur sportif, c'est pas un directeur de la communication. Et souvent, quand on parle de Mehdi Benatia, on parle de sa communication, que ce soit pour lui faire des reproches, que ce soit pour la louer. Je trouve qu'il prend une place beaucoup trop importante par rapport à ce qui est le rôle de directeur sportif. Et surtout, je trouve qu'il embrasse beaucoup de débats et qu'il alimente beaucoup de feux et d'incendies, alors que son rôle voudrait que si tu prennes la parole, ce soit plutôt pour calmer les choses et mettre un horizon sportif plus large que donner une caisse de résonance à chaque défaite ou chaque situation difficile. Et dans son cas, d'ailleurs, c'était plutôt des enflammades après des séries de victoires positives, pour le coup. Donc je trouve il a manqué un petit peu de raison et de bon sens sur beaucoup de choses. Et c'est dommage parce que, bah, comme pour des Deserbi, c'est quelqu'un, à mon avis, qui était pas à la hauteur du poste pour l'instant, mais qui va réussir, je pense, dans ce domaine-là, à la condition qu'il réussisse à grandir sur ces aspects-là. Et c'est dommage que l'OM n'en profite pas, parce qu'à mon sens, il y a une belle histoire qui aurait pu s'écrire. Moi, c'est vraiment pour rebondir sur ce que dit Younes, ça m'attriste parce que euh, il connaît le contexte, l'environnement à la perfection. Je pense pour un directeur sportif, on pouvait pas espérer mieux qu'une personne qui connaît Marseille, qui connaît Marseille et son environnement un peu compliqué par moment. Donc je me disais peut-être que ce côté rigoureux qui veut installer, je sais qu'Opti pourra que confirmer, mais cette ville en a besoin, ce club en a besoin de quelqu'un qui serre la vis, qui inculque une manière de travailler, une exigence au quotidien. De toute façon, c'est ce que l'OM a essayé de faire, ce que Longoria plutôt a voulu faire en mettant Tudor et avec Ribalta, vraiment instaurer, pour le coup, vraiment une vraie institution. Et je pensais que l'expérience de Benatia par rapport à tout ce qu'il connaît de Marseille et de ce dont a besoin ce club-là, ça allait finir par matcher. Mais comme Younes l'a dit, malheureusement, manque de prise de hauteur, parce que tu en as besoin quand tu es directeur sportif à Marseille. Manque de prise de hauteur, et tu peux pas vivre à travers, sportivement, à travers des coups, à travers des idées de je vais tenter X, Y, Z, parce que dans son club, nanani, nanana. Je veux bien une fois, deux fois, mais ça peut pas être ta politique. Quand il vient se targuer de dire oui, moi j'ai tenté tous les joueurs qui sont libres.
cet été. Oui, ben, c'est bien, mais pourquoi faire au final? Tu viens pas ramener, Leroy Sané, par exemple, j'ai une connerie, tu viens pas voir l'agent de Leroy Sané et lui dire: «Wesh, moi je suis intéressé», parce qu'a priori, il y a quand même eu des contacts d'après ce qu'ont dit certains insiders, de dire: «Ouais, Leroy Sané, c'est combien?» Mais pourquoi au final tu vas aller voir son agent? Tu as Greenwood à son poste, à quoi ça sert? Comme tu vas voir d'autres joueurs et leur dire: «Ouais, moi ça m'intéresse». Oui, c'est bien, tu montres que tu es en mesure d'avoir d'avoir des objectifs, d'avoir de l'ambition, c'est super. Mais pourquoi faire? Comme quand tu vas voir Pavard au final, pourquoi faire? C'est pas de Pavard dont tu as besoin. Donc c'est là où je vois une limite de oui, les coûts, et ça rejoint ce qui a été sorti récemment sur qu'ils sont pas d'accord sur les ambitions du club. Oui, mais enfin, on en a pas parlé, mais on est tous unanimes, mais pourtant, vous savez que j'apprécie le garçon est bah, un peu moins le joueur, mais Peshao, pourquoi t'as mis 35 millions alors? T'aurais pu faire autre chose. T'aurais pu faire largement autre chose. Si la question était, oui, moi finalement, on me met un budget, c'est pas trop ça. Ben ne mets pas 35 millions sur lui. Ne mets pas combien 80 millions sur ton secteur défensif. Tu mets pas autant. Tu essaies d'ajuster, d'être un peu plus réfléchi, on va dire, sur ta politique. Et malheureusement, ça encore, on peut l'allier à de la crise d'ego ou j'en sais rien, mais ça n'a pas de sens dans la globalité. Mais c'est exactement ça, la planification sportive. C'est réussir avec le moyen qu'on te donne. Tu sais, je te laisse parler, t'inquiète, mais t'as pas prolongé mon propos. Pour revenir du coup à la question de comment on juge le bilan, comment on juge, un abandon de poste? Enfin, je veux ju certains bons points ont été évoqués, et je vais pas m'en faire l'écho, je suis d'accord sur certains, moins sur d'autres. Mais la réalité, c'est qu'il quitte, le club au milieu d'une saison. Heu, Tu veux dire, à partir de là, tu veux dire quoi de plus, quoi? Le bilan sportif, il y a Ça a l'air de vraiment t'embêter, cette histoire-là. et mon en fait, Le, ça me le timing a l'air de te tendre terriblement. en fait, c'est même pas que ça me tend, c'est que c'est genre je j'arrive pas à l'expliquer, genre. J'arrive pas à expliquer, Ni à l'excuser, je pense. ni à l'excuser, et encore pire, franchement, moi, la ligne où il dit: «Parce que cet effectif peut faire beaucoup mieux», en gros, tu es en train d'expliquer quoi? Parce que si l'effectif peut faire beaucoup mieux, tu es en train d'une certaine manière, tu désavoues un peu le coach que tu avais toi-même choisi. Moi, je souscris à ce discours-là. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux avec cet effectif-là. Mais reste, choisis un coach, reste. S'il y a des bagarres en interne, bagarre-toi, comme a dit Alba, jusqu'à fin mai. Et si tu as fait 2 podiums d'affilée, on dira bon, il a fait 2 podiums d'affilée, et l'OM va participer à 2 Ligues des Champions d'affilée, va empocher 2 fois d'affilée le pactole de la Ligue des Champions. Là, honnêtement, la démission, j'ai l'impression que c'est le mec qui a peur que ce soit pire que les simples échecs de jusqu'ici, quoi. Le départ de RDZ, le not top 24 en LDC. J'ai l'impression que c'est le mec qui a pas envie d'être là si tu finis 5e ou 6e. C'est, genre, j'ai l'impression, je ne vois que ça, tu vois. Parce que même quand on dit que ça a tremblé, patati patata. J'étais au stade samedi. Ouais, on a fait grève 15 minutes. Il y a eu des banderoles. Les capots, ils ont pris les mégaphones, ils ont dit 2-3 trucs. Wesh, ouais, ils ont essayé de rentrer à la fin du match, je sais pas qui, quel groupe, ou je sais pas qui, j'ai pas envie de savoir, ou de dire qui a essayé de rentrer où. Wesh, frère, c'est rien ça. C'est, c'est léger ça, mon ami. Mais Pablo, c'est il était grave. là quand, Pablo, il était là quand ils ont essayé de rentrer dans la commanderie, frère. Il s'est pris un bout de fumigène ou un bout de flash pastis bouteille d'eau, je crois, dans le dos ou un truc du genre. Si c'est ça les secousses qui te font partir, Mehdi, qui connaît le contexte marseillais, eh Ah, ben, moi, je suis frère, d'accord. Franchement, on n'en a pas parlé par rapport au match, mais je trouve les supporters de l'OM au stade encore une fois, parce que je trouve qu'on le cite pas beaucoup, et Opti a raison parce qu'il y a eu des crises où le stade a été vraiment, vraiment dans la confrontation. Moi, je trouve les supporters au quotidien, et je dis même pas parce que ils sont gentils ou quoi, ils sont géniaux, ils sont juste géniaux. Oui, ils ont fait la grève pendant 15 minutes. Mais après, tout le reste du match, ils ont encouragé. moi Il y a j'y étais, bah oui, moi. On a, c'était genre, si tu veux, je te sors les audios, parce que j'aime bien enregistrer. Ça a commencé par, oh, on est là, oui, oh, bien sûr, c'était un peu de contestation, mais c'est pas aller plus loin.
Mais un 0-2-0, ça commence à chanter des chants de supporters. Ben, bien sûr. Et à la 90e, ça gagne. Je crois sincèrement qu'ils font un tour de stade. Je suis Bien pas sûr. sûr qu'ils acclament, mais Mais ça se ça finit leur met- bien. Mais ça se finit bien. Bien sûr. Et moi, Mais je ça se comprends finit bien. pas que de venir les supports, s'il y a bien des personnes, pour le coup, on peut rien reprocher. Et pourtant, ils ont un antécédent de fou, je trouve, parce qu'ils ont été quand même à la tête de beaucoup de choses. Et les supporters Ouais. de l'OM, ça fait 2-3 ans, ils sont géniaux. Le stade, il est plein. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de contestation. Et- Même quand tu es 8e, le stade, il était toujours plein. Il y avait toujours de l'ambiance. Personne n'a été méchant. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de truc que tu vas retenir et tu vas dire, ah, franchement, les supporters de l'OM, ils sont durs. Mais au final, qu'est-ce que c'est le fameux environnement toxique? Il est où? Qui c'est qui l'a créé? C'est les journalistes. Et surtout, ça va me permettre de rebondir sur un truc parce que j'ai discuté ce week-end avec un ami à moi qui est supporter marseillais, mais qui est pas de région, qui est pas de Marseille et qui est de région parisienne. Et je me permets d'en faire l'écho parce que c'est lui qui l'a dit. Les supporters de l'OM qui ne sont pas de Marseille, qui aiment pas les groupes ultras, qui aiment pas les Marseillais, cassez-vous. On vous a rien demandé. Très honnêtement, hein, si vous aimez pas en fait, si vous aimez pas les ultras de Marseille, allez ailleurs. Il y a plein de clubs. Il y a des clubs à côté de chez vous. Il y a un autre gros club en France qui fait des trucs sur la scène européenne, qui est la raison pour laquelle vous êtes supporter de l'OM, c'est-à-dire que vous l'avez tiré de vos parents qui supportent l'OM parce qu'il y avait 90. En fait, si vous aimez pas Marseille, ni les Marseillais, ni les supporters de l'OM, on n'a pas besoin de vous. En fait, l'OM va pas déménager, on va pas le mettre dans le 9-3 parce que là-bas, il y a pas de Marseillais qui sont plus gentils, qui sont pas toxiques. On va pas mettre le club à Guingamp, on va pas mettre le club à Strasbourg, à Pau. Wesh. Ça, c'est un truc. L'OM, en fait, ça, c'est des paramètres qui sont inaliénables. Tu peux pas dire, les supporters m'ont pas aidé, les groupes m'ont pas aidé. Ça, c'est des paramètres avec lesquels tu dois composer. C'est comme me dire, c'est comme un agriculteur qui dit, ouais, mais chez moi, il pleut pas beaucoup. Eh ben, tu cultives des trucs qui ont besoin de moins d'eau et de plus de soleil. Nous, ici, on a du soleil et des fous. Alors, tu te débrouilles pour mener un projet dans lequel tu arrives à emmener le soleil, composer avec le soleil et des fous. Si tu n'arrives pas à composer avec les fous, tu vas, je sais pas moi, tu vas à Strasbourg. Strasbourg, tu peux faire la multipropriété et à part 2-3 banderoles, il se passe rien. Justement, ça me permet de rebondir là-dessus parce qu'on a vu des banderoles sur le propriétaire. Est-ce que tu penses, enfin, est-ce que vous pensez que lui se dit, j'ai mis les pieds dans un club de fous et à sa place, parce que là, on voit bien que le bateau tangue un peu. Il reste plus grand monde dedans. Il y a son bras droit dont on entend de plus en plus de choses et pas que des bonnes depuis quelques jours et semaines. Il reste Longoria qui est sans doute celui qui est là depuis le plus longtemps avec lui désormais dans l'organigramme. Mais lui aussi, il commence à être un peu esselé, l'ami de Boston. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Hormis très rapidement faire en sorte que le club retrouve un coach et que la fin de saison se passe le mieux possible, notamment pour ses finances. Il doit faire comme d'habitude, comme il a déjà fait, hein. Il va demander à Longoria gentiment de se mettre. Ouais. Je crois là, il en arrive à un point où le chèque, c'est plus trop l'option qui, hein, c'est plus trop ce qui crois qu'il est au l'intéresse. bout du chéquier. Ouais, je crois et la banque lui a pas renvoyé le nouveau chéquier. Donc là, il est un peu en train de dire qu'est-ce qui me reste dans les poches. Je crois qu'il va se manger un peu refusé là, notre proprio. Moi, je pense que son dernier espoir, c'est comme d'habitude, il va avoir Longoria, il va lui dire bon qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Et Longoria, il va trouver un projet je ne sais où et trouver un entraîneur de je ne sais bien vouloir faire 6 mois, 1 an et demi. À quel prix? Ça, on ne sait pas. Mais il va se retourner vers Longoria et se dire entendre quoi? Peut-être un baroud d'honneur? Mais Et, après, juste question, parce que je vous laisse rebondir au petit Younes là-dessus, mais je me permets parce qu'elle va peut-être compléter vos propos. Est-ce que le baroud d'honneur, il doit se faire avec Eric Schell ou Habib Beye? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai donné ma préférence la semaine dernière et honnêtement, je crois pas qu'il y ait une option idéale parmi les deux. Il faut juste essayer d'évaluer
laquelle serait la moins mauvaise entre guillemets. Et j'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs, mais en fait c'est difficile de souhaiter un entraîneur d'arriver dans ce contexte-là. Honnêtement, c'est la pire chose possible et le pire contexte possible. Mais au-delà de ça, par rapport à ce que dit Alba, je pense que oui. Je te coupe parce que je veux te poser une autre question sur le même sujet. T'es sûr? En vrai, pour les deux qu'on a évoqués, t'es sûr que c'est un contexte pourri? Non, mais alors. Genre, en vrai de vrai, oublie. À l'instant T. Oublie, fais abstraction. T'as 2 matchs de la Coupe de France. T'as plus à gagner qu'à perdre sur la fin de saison. Ils ont jamais entraîné aussi gros. En vrai de vrai, ils ont quoi à perdre, frère? Non, mais à ce compte-là, oui, si tu veux. Et même pour eux, c'est l'opportunité d'une vie. Chacun est, un amour assez fort pour le club, une histoire personnelle avec le club ou à tout du moins la région. Ça, c'est sûr que l'opportunité, elle est plus que belle pour eux. Mais quand tu te mets à la place d'entraîneur, que tu as un projet de jeu, une idée de jeu, il n'y a pas pire contexte. C'est pas le terrain le plus fertile pour mettre en place tes idées. Alors effectivement, je pense que les deux se contenteront et se raviront d'avoir cette terre complètement abîmée et qui produit plus rien depuis des années, parce que au moins ils seront propriétaires d'une terre. Mais dans l'idée, dans un monde idéal, je pense que c'est pas le contexte dans lequel tu as envie d'arriver. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, tu es à 3 matchs ou 2 matchs d'un quelque chose de magnifique. T'as un sprint final où tu peux juste sauver les meubles entre guillemets, mais ça reste quand même un projet que tu dois prendre en cours de saison avec des matchs assez importants qui arrivent très très vite où il va falloir performer très vite. Enfin, c'est pas idéal comme acclimatation, comme mise en place de tes idées, etc. Et pour revenir sur le propos d'Alba qui disait qu'effectivement McCourt ne peut que s'en remettre à Longoria, alors je suis d'accord avec ça. Disons que c'est pas l'endroit où je suis le plus gêné par Longoria, parce que sa capacité à faire des plans la petite semaine et trouver un plan pour 2 mois, a priori il sait faire. Et comme je le disais, en tant que président, lui il doit fixer un cap sur au moins 3 ans, s'y tenir, peu importe les secousses, et ne pas changer de son fusil d'épaule ou de stratégie à chaque fois tous les 6 mois. Et donc ça, je lui fais confiance sur la capacité à rebondir. On verra, on sait qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses avec une guéguerre qui est en train de s'amorcer avec différentes parties, etc. Encore une fois, si je repensais à ça encore une fois, mais la déclaration qu'il fait une semaine avant que De Zerbi s'en aille, quand il dit « Je veux que De Zerbi soit comme Simeone à l'Atlético Madrid », et qu'une semaine après, il part. Ouais, on rigole tous, je vous vois sourire, on rigole tous. Mais il y a 2 choses là-dedans. C'est la première, qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Alors, je ne trouve pas ça approprié au 15 janvier d'avoir une déclaration pareille, surtout que tu connais le contexte marseillais, tu sais à quel point, et tu connais même au-delà de ça le contexte du football, tu sais à quel point tout va vite, etc. Donc je vois pas pourquoi tu dis ça. Et le deuxième point, c'est une fois que tu as dit ça, moi très honnêtement, si je suis à la place de Longoria, une fois que j'ai dit ça, il se passe ce qui se passe avec De Zerbi. Mais jamais je laisse partir. Je lui demande ses conditions pour rester et je me plie à ses conditions pour rester. En tant que président, il y a rien de pire pour le leadership que tu dégages et ta vision à long terme d'annoncer quelque chose et d'être désavoué dans l'instant d'après. Ça montre bien que tu es une personne spontanée qui parle sans réfléchir et qui parle sans idée réelle. Enfin, je veux dire, c'est une insulte terrible à la présidence du club d'avoir un président qui te tient ce genre de discours et où tu vois qu'il se passe ce qui s'est passé dès la semaine suivante. Mais peut-être. Et là, je m'avance sur un truc, j'ai pas de preuves particulières, mais est-ce que le football est toujours la priorité de Longoria? Ouais, là, on va rentrer dans le débat personnel. En vrai, je pense pas qu'on ait assez d'éléments pour Non, mais juger ça, mais en fait, dans le sens où ça n'a absolument aucun sens et il y a aucun argument, comme tu l'as dit, qui peut s'entendre à lâcher ça à ce moment-là de la saison avec ce coach-là que tu connais et que tu sais déjà sur un fil. Donc, pour moi, quand il dit ça, c'est que il a pas peur pour sa crédibilité. Et s'il a pas peur pour sa crédibilité, c'est qu'il en a plus rien à faire de. C'est qu'elle ne lui permettra pas de. Elle ne lui. C'est pas sa crédibilité qui va lui permettre de faire une bascule et qui va lui permettre d'être un bon président. Moi, je suis d'accord avec toi, Max. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, il en a rien à foutre de la crédibilité du propos. Et je me dis que dans le contexte de l'époque, c'est une main tendue aux distensions qui existent déjà à ce moment-là. Parce qu'au-delà de shout-out RDZ, shout-out Bedantia,
Il y a des trucs en interne. Il va, il dit tout va bien. Moi, je m'entends bien avec RDZ, je m'entends bien avec Benatia. On est tous les trois dans le même bateau. Et je le vois comme honnêtement, je me dis, il va en public, il dit, je suis à la guerre avec ces deux-là pour leur dire, les gars, regardez, je suis avec vous. Et il en a rien à faire si ça vrille 2 semaines après, 3 semaines après. J'entends parfaitement ce que dit Younes et le ridicule que ça a. Mais honnêtement, je crois que Longoria, là, il va remonter sur je sais plus comment on dit, sur le bateau, l'endroit où il faut bosser. Il va remonter, Ouais, mais Le et en fait, gouvernail. il va remonter au gouvernail, il va trouver un coach. Et je dis, ben, si je fais 3e, c'est mon 4e podium à l'OM. c'est pour ça que je dis que c'est pas le sportif qui l'anime et c'est pas je sous-entendais pas qu'il était là pour que c'était de sombres histoires dessous ou quoi que ce soit. C'était de dire en fait cette déclaration là elle est politique. Elle est politique, elle a un but qu'on ne comprend pas nous de notre position, mais elle a forcément quelque chose soit pour s'en sortir lui, soit pour comme l'a dit Opti tendre une dernière main vers quelqu'un qui est en difficulté, soit au contraire, tu sais que tu es en train de le pousser hors du bateau, mais publiquement tu gardes le cap. On sait pas. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais savoir pourquoi il l'a sorti. Mais je pense pas que c'est juste de la folie, que c'est pas prémédité et que c'est une parole qu'il regrette aujourd'hui. Je pense qu'on l'a vu très bon communicant. On sait aujourd'hui à quel point il est important dans la sphère du football français et du football européen. Je pense que lui aussi sait que sa place à l'OM, elle n'est pas éternelle et que son bilan, il n'est pas assez bon pour qu'on lui fasse une statue, donc il sera obligé d'aller dans un autre club à un moment donné avec toutes ses casseroles et avec des choses à prouver parce qu'il les aura pas prouvées ici. Et pour toutes ces raisons-là, c'est pas quelqu'un d'idiot, c'est un homme de réseau et quand il dit ça, j'ai pas la réponse, mais elle est stupide pour nous supporters, mais elle est sans doute pas stupide de sa position. Et si on entend et si on écoute un peu ce qui se dit ici et là, et c'est dommage, on n'aura pas, ça fait déjà 1 heure et demie d'émission, on gardera peut-être ce bout-là pour la semaine prochaine, et on aura un peu plus on aura un peu plus d'éléments pour en parler sur tout l'aspect communication de Benatia, de Longoria, de McCourt, leur système un peu prioritaire et leur relais prioritaire, ce qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui. Mais à mon avis, il y a forcément là-dedans quelque chose qu'on n'a pas, qu'on va peut-être comprendre dans les prochaines semaines. Et peut-être que ce sera sans lui aussi. Peut-être que ce trio-là qui s'était un peu dit on vit ensemble, on meurt ensemble, un peu comme la chanson de Johnny pour les Bleus il y a 25 ans. C'est peut-être ce qui va arriver et on n'est pas à l'abri que. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, ce sera peut-être la dernière question, mais il y a des théories du complot qui sortent un peu de nulle part et des chapeaux de tout le monde depuis 24-48 heures sur quelqu'un qui reprendrait, enfin en tout cas le bras droit de McCourt qui finirait président, finalement Longoria, il savait très bien ce qu'il faisait, il communique par un tel, du coup il a poussé Benatia à la faute. Pour le moment, rien ne permet d'affirmer quoi que ce soit. Mais la fin de l'histoire Longoria, vous la voyez proche ou pas forcément? Honnêtement, j'ai l'impression que les 2 réponses sont possibles et ont des arguments. Genre, ça, il peut très bien rester des années parce que c'est le genre de personne qui manœuvre très bien politiquement. Et s'il a décidé qu'il voulait encore rester à l'Olympique des Marseillais parce qu'il en avait besoin dans son chemin de carrière, bah, je pense qu'on va se le coltiner encore longtemps parce que je pense qu'il a les arguments pour faire valoir sa cause et réussir à se cacher derrière son petit doigt auprès de McCourt. Et est-ce que S'il a des McCourt peut pas opportunités. décider aussi de dire là c'est la crise de trop? Je pense que si, il devrait, mais j'ai plus confiance en la capacité de Longoria de réussir à retourner McCourt que l'inverse. Mais je peux me tromper. Moi, je pense que le bilan de McCourt, il le fera qu'à la fin de la saison. Je pense qu'à l'heure actuelle, il en a strictement. Enfin, ça, il se dit en vrai de vrai, ouais, ils sont partis. Apparemment, il y en a un qui a renoncé à son contrat, l'autre qui a démissionné, donc je vais pas lâcher un billet.
s'il est 3e à la fin de la saison, je crois qu'il en a strictement rien à carrer, moi. Je crois aussi. Hein. Je crois qu'il y a courte. Je crois qu'il a. Je sais pas s'il est résigné ou il se dit, de toute façon, Longoria, il fait toujours, il est en mesure de faire un miracle. Mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il va faire le bilan en fin de saison. S'ils disent, si Longoria lui dit, ouais, je crois que Pancho il a des arguments pour finir la saison, il va lui dire, vas-y, faites. Ouais, non, mais pour le coup, lui, c'est un Américain Clairement. et businessman. Ah oui, Donc, lui, c'est tout l'inverse des deux Méditerranéens, c'est ça, Mehdi lui, c'est Benatia fait là. et De Zerbi, qui eux, pour le coup, sont plus dictés par enfin, qui se laissent plus submerger par leurs humeurs dans leurs décisions. Lui, il est froid, rationnel et il est sur les choses de manière pragmatique. C'est à la fin de saison, on est dans les clous de ce que tu m'avais vendu. Oui, non. Lui, il fera pas Oui, le changement, hein. on peut continuer. Non, Merci, au la revoir. porte est Hein. libre. Ça va être ça. Et par contre, Max évoquait une théorie du complot. Il y en a une autre, c'est que soit c'est pas très honnête dans sa lettre de démission et son message aux supporters. Quand il dit l'institution passe avant tout et du coup il veut sauver son image avec la guerre intermédiaire interposée, soit il a un autre espoir de dénouement sur la guerre qu'il y a en ce moment. Parce que quand tu essayes autant de détruire un adversaire publiquement, parce que là c'est ce qu'ils font là, hein, ce qui sort dans la presse, c'est une guerre entre les deux, genre. Et c'est encore plus drôle quand tu repenses à ce qu'a dit à la déclaration du 15 janvier. C'est que quoi, on est le 15, on est le 16. Un mois pile après avoir dit non, le trio il est uni, RDZ dit Simeone, nanani nana. Un mois plus tard, chacun appelle les journalistes qu'il connaît, crache sur l'autre. Et c'est drôle, quoi, parce que tu peux pas, après avoir prononcé le mot institution, te livrer à ce genre de bassesse. Si l'institution, elle compte plus que tout, Mehdi, tu fais ton message, tu leur dis tout le bonheur du monde et en fait, j'ai pas les mots pour dire. Ce qu'on assiste là, j'espère vite que ça va s'arrêter, qu'on va avoir un coach et on pourra parler de ballon. Parce que là, les 2 dernières, voire 3, 4 dernières émissions, on n'a pas signé pour ça, je crois. Je crois que c'est un peu le mot de la fin, et Younes, tu le disais très bien là en off, c'est que merci de nous écouter déjà, parce qu'on parle de théorie du complot, on parle à chaud sur des moments complexes, c'est pas toujours agréable, et ça ressemble pas forcément aux émissions qu'on proposait il y a 3 mois, où on passait 45 minutes à décrypter un match, puis 45 minutes à anticiper tout ce qui pouvait se passer dans la rencontre suivante. Mais ouais, comme tu disais, Younes, House of Cards, c'est bien 5 minutes, mais on en a un peu marre d'Underwood, là. Ouais, exactement. Et je pense qu'à la base, on aime tous parler de jeu et c'est ce qui nous anime pour le coup. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse retrouver des configurations d'émissions où on peut enfin analyser un match, comprendre ce qui s'est passé. Et là, effectivement, ça fait quelques semaines qu'on est plus dans l'autour du match que sur le match. Et je dis ça parce que on regarde encore les stats avant. Les épisodes progressent de semaine en semaine. Je pense qu'il y a un petit peu de l'effet d'Alba aussi. L'Olympique de Marseille en a bénéficié. Autour du stade aussi, on a forcément eu un épisode record avec Alba, mais il a un sourire gêné pour les auditeurs, hein, je préfère le dire. Mais il est timide, Alba. Non, mais pour le coup, c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre de manière aussi assidue, alors qu'on n'est pas forcément à l'endroit où nous tous on a envie d'être, et là où je pense que vous prendriez plus de plaisir à nous écouter. C'est vrai qu'on t'a pas accueilli dans les meilleurs moments. Écoute, Alba. c'est très olympique de Marseille, donc au final, ça me va bien. Est-ce qu'on se fait quand même un petit... J'ai un double prono à vous demander. Go. Déjà le prono Brest, le score, mais le prono bonus, c'est le Pancho ou pas Pancho? On est lundi. En sachant que le match est vendredi. On est lundi 21h, on va dire. Je crois que c'est Pancho. Hein. Je crois. En fait, à part Bay, je vois pas comment ça peut être pas Pancho. C'est trop. Mais Bay, c'est trop compliqué là. Justement, Bay, il est au tribunal, il est au Prodome là. Ouais. Je pense que c'est difficile. Après, il est au Prodome. S'il est au Prodome, au Prodome en Bretagne, il aura pas loin à aller. Mais peut-être il est au Prodome là 20h20. Peut-être que 21h c'est fini.
Et que tout est bouclé. Ouais. Mais bon, Va falloir que ça aille très vite quand même. j'y Mais crois pas. Prono, je sais pas prono. ouais. Il faut Prono, s'asseoir sur des gros sous là pour que ça se résolve du côté du Stade Rennais, j'ai l'impression. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas réécouté l'épisode de la semaine dernière jusqu'à la fin, mais je crois que je sais plus lequel de vous a dit 2-1 et j'ai dit, mais il peut pas y avoir 2-1. S'il y a Ouais, 2-1, j'ai ça... pensé à ça. C'est moi. J'ai pensé à ça quand j'ai vu Højbjerg dire à tout le monde de rester devant, j'ai C'est pensé moi. à ça. Je me suis dit 2-1. J'ai Ouais. dit 2-1. Non, 2-1, ça n'existe pas. Donc moi, mon prono pour vendredi, c'est, j'espère 3-1 ou 2-0. Pour l'OM, bien sûr. Surtout pas un but d'écart à 5 minutes de la fin, quoi. Non, bien sûr. Et 3-1 ou 2-0, c'est à supposer qu'Amine Gouiri et Mason Greenwood aient quelque chose pour nous, parce que tout repose sur eux. Et pourquoi pas 2-2? Et pourquoi pas 2-2? Avec un penalty de Del Castillo Et pourquoi pas? à 90e. Et pourquoi pas? 2-2, remontada de l'OM. Alors, on change un peu le scénario. 2-2 remontada. Ah, c'est nous qui égalisons. Ah, c'est nous, on égalise et ça part de là. Non, franchement. Est-ce que prendre le premier but serait pas une thérapie? Est-ce que ça pourrait pas faire du bien de prendre ce premier but? Une thérapie de l'OM qui remonte le score. Ouais, pourquoi pas? Après, non, tu l'as fait contre Angers, hein. Tu perds 1-0, tu passes devant à 2-1 et tu fais 2-2. Ouais. Contre Paris aussi, ouais. Contre Toulouse. Et si je dis pas de bêtises, Pancho avait remonté un 2-0 contre l'Ajax. Oui. Pour faire 3-3, ouais. Pour faire 3-3. Peut-être c'est ça la thérapie, peut-être. Peut-être que c'est le spécialiste des remontées. Peut-être. Allez, 1-2. Allez, 1-2 pour l'OM et on prend le premier. Allez. Tu persistes avec ce 1-2, moi j'y crois pas au 1-2. Non, mais là, c'est un nouveau scénario. J'expérimente le nouveau scénario. Après, Pancho, il avait fait match nul et défaite cinglante le match d'après, si je me trompe pas. Il fait le match à l'Ajax et le match au point. Donc si il a fait son match nul, si on croit à la répétition des événements. Tu crois qu'Éric Roy va mettre 4-0? Pas une humiliation comme ça, mais le match à Brest de Gattuso. Voilà, exactement. Voilà. Je viens d'y penser. Et puis c'est très olympique de Marseille de te plomber déjà le week-end dès le vendredi. Dès le vendredi, c'est ça. Non, Lyon va à Strasbourg. Nous, on va à Brest. Mais qui t'as dit la même chose là, vendredi. Avec ça toi le Lyon-Nice que tu nous as vendu et la défaite lyonnaise toute la semaine. Ça, avec le Puel qui pose une clim au Groupama Stadium. C'est ma faute si Liwai s'est blessé. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé ce petit truc. Ouais, Pancho, pas Pancho. En fait, je pense que ça va être Pancho et j'arrive pas à mettre Pancho et 3-0 dans le même. Ouais, Pancho 3-0. Pancho 3-0. Pancho 3-0. Ouais. Moi, voilà, c'est sur un Pancho 1-1. Une guerre tactique avec Éric Roy. Wow. En fait, je peux pas imaginer qu'on gagne pas parce que non, je peux pas. Mais là, ça va commencer à faire beaucoup si tu gagnes pas. Si tu gagnes pas, ça fait beaucoup. Pancho et Éric Roy, coéquipier, ouais. Ouais, il est maintenu, non? Il joue pas l'Europe, non? Non. Non, mais il joue l'OM. C'est plus grand que l'Europe. En plus, il peut en faire une à Pancho, je pense que. Verdict semaine prochaine. Réponse la semaine prochaine et donc peut-être épisode du week-end, peut-être à venir en tout cas. Sans doute pas mercredi prochain pour le prochain épisode. Ça sera avant sans doute. On vous tiendra au courant, les amis. Merci messieurs. Merci à toi. Merci les gars. Bonne semaine. Merci et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yes.